Bonjour à tous, bienvenue à La Parole Coach. La Parole Coach, c'est un podcast dédié aux entraîneurs, aux coachs, managers, où on va, sur une conversation, parler de leur parcours, philosophie et ambition. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir, merci d'ailleurs d'être disponible, on a la chance d'avoir Julien avec nous. Julien qui est préparateur physique et aux équipes de France et à l'INSEP. C'est ça. Voilà. Donc du coup, avec Julien aujourd'hui, on va parcourir déjà toute, on va dire, toute sa carrière, que ce soit en coach ou en préparateur physique. On posera quelques questions sur le coaching, la préparation physique dans le coaching, dans le basket, dans le sport en général. Voilà. Donc Julien, je te laisse commencer. Tu vas commencer par m'expliquer un peu comment tu es rentré dans le basket, parce que je commence toujours par cette question-là. Et comment toi, en fait, tu as rencontré le basket avant même d'être préparateur physique aujourd'hui. Comment ton premier contact avec le basket, comment ça a été? Écoute, à la base, j'ai pas commencé par le basket dans mon activité sportive. J'ai commencé par la gym quand j'étais petit. Et un jour à l'école, un pote à moi m'a dit ouais, je fais du basket, tu devrais passer à l'entraînement. Je suis allé et je suis resté. Je suis jamais parti. Depuis t'es jamais sorti. Ouais, je suis jamais parti. Et après, j'ai fait des études dans le sport, donc j'ai touché à plein de sports, mais il y a que le basket qui m'a attrapé comme ça. Et j'aime énormément de sport, mais le basket, ouais, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et voilà, je suis tombé amoureux, je suis jamais parti, quoi. D'accord, très bien. Je pense qu'on a vu tous la même chose avec le basket, pense, c'est arrivé d'un coup comme ça, là. C'est ça. Ok, très bien. Bah du coup, explique-nous un peu ton parcours. Comment, aujourd'hui, on sait que tu es préparateur physique, c'est ton métier principal, et que tu l'es à l'INSEP, et que là, c'était certainement tiré avec les équipes de France, les équipes de France jeunes, hein, il me semble. Donc, si tu pouvais nous expliquer un peu ton parcours d'un point de vue, on va dire déjà études, formation, tout ce que tu veux et tout, et derrière le cheminement qui t'a amené à où tu es aujourd'hui. Donc même basketement parlant. Là, c'est vraiment c'est ton moment là. Moi, je t'écoute. Ok. Au niveau des études, j'ai fait des études en STAPS. Ok. Je voulais être prof de PS à la base. Donc j'ai fait tout le cursus STAPS jusqu'au concours. D'accord. La première fois que j'ai passé le concours, je l'ai raté. Donc du coup, j'avais fini le cursus et il a fallu attendre 1 an avant de repasser le concours. Donc je me suis réorienté un peu sur l'année où j'ai dû repréparer le concours, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand le concours c'est à la fin de l'année. J'avais une année blanche pour travailler. Donc j'avais fait toute la partie éducation motricité et je suis retourné à la fac et j'ai refait la partie entraînement sportif. D'accord. Donc du coup, j'avais les deux. Maintenant c'est master, mais c'était licence à l'époque. Donc j'avais les 2 licences STAPS. J'ai repassé le concours, je l'ai eu. Donc je suis devenu prof de PS. Je suis resté prof de PS pendant 7-8 ans, je sais plus maintenant, parce que ça commence à dater un peu. Okay. Mais en fait, tout de suite, je me suis rendu compte que ce que je m'étais imaginé comme métier, c'était pas du tout la réalité du terrain. D'accord, je vois. En fait, j'ai la particularité d'avoir fait les 2 métiers de mes 2 parents, parce que ma mère est prof de PS. D'accord. Et mon père est préparateur physique. Ah ok, du coup, t'es pas tombé loin de l'arbre, quoi. Voilà, et comme ça, les 2 sont contents. Mais du coup, ouais, et je pense que ce qui a vraiment marqué ma mère, c'est qu'au bout de 2 mois prof, je lui ai dit, mais j'ai fait tout ça d'études pour ça, en fait. Okay. Parce que elle, je l'ai vu faire ce métier-là, mais dans un contexte différent. C'était une autre époque avec des jeunes qui étaient différents. Une autre mentalité. Voilà, différente des jeunes de maintenant. Et puis j'ai peut-être pas eu trop de chance non plus, mais j'ai eu que des postes au début de ma carrière où je faisais que des remplacements dans des zones d'éducation prioritaire. Je faisais que bouger et voilà, c'était compliqué comme contexte pour travailler, pour me sentir bien aussi dans le boulot. Donc au final, ouais, ça me plaisait pas. Je savais que je voulais pas faire ça jusqu'à la fin de ma carrière. Et en fait, depuis toutes mes études STAPS, même avant, parce que depuis que j'ai 17 ans, j'entraîne au basket. Okay. Donc j'ai joué au basket, j'ai continué à jouer en entraînant. Et en fait, tu comprends? Non, t'inquiète. Et du coup, j'ai entraîné. Et pendant que j'ai entraîné, en fait, j'étais prof et j'entraînais en même temps et j'avais plus de plaisir. Je te coupe un peu, excuse-moi, mais c'était juste avant qu'on replonge dans le basket. Je voulais juste insister sur un point où moi je trouve super intéressant parce que finalement, dans le cas où où tu as raté ton concours et que tu avais une année le temps de repasser le concours, il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être
tu vois, ils seraient partis à l'étranger, faire un gap year, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu faire beaucoup de choses que se relancer dans un autre truc. Justement, ce projet-là, en fait, je vais savoir, oui, tu l'as fait, bah maintenant on en parle comme si c'était normal et tout, mais à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui t'a fait switcher pour te dire, je vais quand même faire enfin, tu vois, cette autre licence, au cas où? Bah, parce que, bon, je dis qu'il n'y a pas grand-chose à faire pendant le concours, mais il y a quand même des trucs un peu Oui, oui, à j'imagine. bosser. Et je me voyais pas partir, tu vois, un an Mm. tranquille à l'étranger. Je savais qu'à la fin de l'année, j'avais cette échéance-là quand même. Enfin, il y a les écrits au milieu de l'année et les oraux à la fin de l'année. Donc, j'étais Mhm. quand même un peu coincé par ça. Oui. Et je me suis dit, bah, je vais pas refaire une année que je venais de finir et que j'avais validée. Il fallait que je fasse autre chose. Et du coup, en STAPS, il y a 3 branches. Il y a l'entraînement, le truc pour être prof et les activités physiques adaptées. Et ça, je savais que ça me plaisait pas du tout. Mhm. Donc je me suis dit, bah, je vais faire la branche entraînement parce que ça me parlait, parce que mon père était aussi dans cette branche-là. Oui, oui, t'avais déjà la vision des choses, quoi. Voilà, ouais. Et j'ai grandi toute ma vie, j'ai suivi mon père dans toutes les équipes pro où il était préparateur physique et ça me parlait. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais aller aussi là-dedans. Et puis après, Mhm. on verra bien ce que ça donne. Donc Ok, bah, voilà. dédicace à tes parents, dans tous les cas. Voilà. Et en fait, après, bah, quand j'étais prof, je prenais plus de plaisir à coacher au basket que à faire cours à mes élèves pendant la journée. Donc, Ah, donc je vois. Ok. T'es le prof de l'AS, enfin, de l'AS basket qui était plus à fond basket que. ouais, ouais, voilà, Ok, ouais. je vois. Et puis du coup, les choses se sont enchaînées. Les mutations m'ont amené un peu à droite à gauche et en fait, je me suis retrouvé ici à Paris. D'accord. Et je savais que je voulais aller un petit peu plus loin dans la prépa physique. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris les contacts que j'avais dans le monde du basket ici et j'ai cherché des clubs dans lesquels j'allais pouvoir faire un peu de prépa physique, Ok. mais tout en étant encore prof de PS. Et en fait, je suis arrivé dans le 93 et j'ai eu un contact à l'Union Elite. L'Union Elite, ouais, club du 93. Et en fait, ils avaient une équipe de gars en N2 et une équipe de KD France. Donc D'accord. j'ai commencé là-bas pour faire la prépa physique avec ces 2 équipes-là. Ça s'est bien passé pendant une saison, sauf que la saison d'après, la présidente m'a dit ouais, si tu veux rester au club pour faire de la prépa physique, il faut que tu coaches une équipe parce qu'on peut pas te payer juste pour faire de la prépa physique. Je comprends, ouais. Donc du coup, j'ai dit bon bah ok, allez, allons-y, je vais coacher. Et j'avais mis un peu en stand-by le coaching à ce moment-là. Et en fait, j'ai pris des U20 et voilà, on a coaché. J'ai coaché pendant 2-3 ans. Et puis après, Donc les U20, c'est pas ton première expérience de coaching. non, 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 j'ai coaché, je t'ai dit, depuis que j'ai 17 ans, j'ai tout coaché, des benjamins, Ok. minimes, cadets, cadets France, et puis après des seniors, garçons, filles. Et donc, bah là, les U20, j'avais les U20, ça s'est bien passé. Et puis en fait, le club a commencé à se casser la gueule un peu. Donc l'équipe de N2 est redescendue en N3, redescendue en région. Le club, c'était une entente de 3 villes. Les 3 villes, ouais. Ça a explosé. Saint-Denis est parti de l'entente avec les droits sportifs de l'équipe senior. Et moi, au même moment, il y a eu un virage parce que donc, comme j'étais à Paris et que j'avais un pote de fac qui était à l'INSEP en tant que coach Mhm. au Pôle France Basket, bah, il m'avait dit ouais, tu viens quand tu veux à l'INSEP. Et là-bas, le préparateur physique qui était en poste, c'est quelqu'un que je connaissais aussi parce que on s'était croisés sur pas mal d'événements. On Et peut le nommer, hein, au cas où. Fred Aubert, Ça fait toujours plaisir. Fred Oui. Aubert, ouais, Mm. qui est un de mes mentors, après mon père, mais il a fait partie aussi Les gens qui t'ont vraiment voilà, accompagné. des gens qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Mhm. Et du coup, en fait, bah, on a beaucoup discuté. Et lui, il m'a confié en fait que bah, il était tout seul pour les 4 équipes du Pôle France Ok. et que bah, il cherchait quelqu'un pour l'accompagner en disant tout de suite qu'il n'était pas loin de la retraite et que voilà, sa fin de carrière approchait et qu'il aurait aimé avoir quelqu'un à accompagner jusqu'à sa retraite pour après laisser la place quand il partirait. Ah, mais c'est l'idéal, ça, presque, d'un point de vue prise de poste comme ça. Ouais, ben moi, je suis arrivé, je me suis dit, ouais, trop bien. Et à ce moment-là, j'ai enfin réussi à avoir un vrai poste fixe en tant que prof de PS. Donc, Mm. j'ai réussi à m'arranger avec ma principale au collège pour soit travailler le matin ou soit travailler l'après-midi au collège. Et l'autre demi-journée, j'allais à l'INSEP en fait travailler avec Fred sur la prépa physique. Et En elle a tant, accepté. bah, c'était un peu compliqué au début, mais bon, on n'a pas trop d'heures en fait quand on est prof de PS. Oui. Donc, si on s'arrange bien dans les emplois du temps, on peut On peut toujours faire un se. truc un peu carré. Donc, j'avais réussi à faire ça. Et en fait, j'étais simplement juste venu observer et accompagner Fred en tant que stagiaire. Mhm.
Et on a commencé à faire ça à la rentrée de C'était quelle année, ça, par exemple? l'année scolaire 2012-2013. 2012-2013. Donc, à 10 ans de là, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, bah, tout se passe bien, on commence l'année, et au mois de décembre, il me dit bon, bah, le 1er janvier, je suis plus là, je m'en vais. Ah oui, d'accord. Et donc ça faisait 3 mois que j'étais T'étais avec là. lui, et il me dit bah, je m'en vais, je vais au foot, quand le foot t'appelle, tu peux pas dire non. Donc il quittait la fédé de foot pour aller à la fédé de basket pour aller à la fédé de foot. Et je dis mais du coup, il se passe quoi? Et il m'a dit bah, en fait, la fédé de basket ne veut pas perdre le poste, donc il y a des entretiens qui sont organisés pour que j'ai un remplaçant. Il me dit il y a 5 personnes convoquées aux entretiens et tu fais partie des 5 personnes. Ah oui. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu besoin de poser ta candidature pour être Bah, présélectionné. il a proposé ma candidature Ah, d'accord. d'office, mais j'étais voilà, avec 5 personnes que je connaissais juste de nom. J'étais le plus jeune des 5 candidats à l'époque. Bah, comment tu l'as accueilli, ça? Le fait que, bah, déjà, il y a le mentorat, entre guillemets, qu'il a préparé. En fait, j'ai l'impression qu'il avait préparé le terrain, entre guillemets, et qu'il savait ce qu'il faisait. Ouais, Il savait très bien où il allait. J'ai l'impression, hein. Après, je connais pas l'histoire. Mais, comment toi, tu l'as accueilli? C'était à quel moment, en fait? Tu m'as dit décembre. Mais s'il part en janvier, à quel moment il te l'a dit ça? Par rapport à l'entretien, par exemple, ou à la prise de poste? Comme ça, en décembre, il m'a dit dans même pas un mois, je suis parti. Ah oui, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de temps. Et du coup, j'étais un peu voilà, choqué par le truc, et il me dit bah, les entretiens, c'est dans 15 jours. Ok. C'est-à-dire que tu vas t'organiser, toi, ouais, mentalement, bah et après, même pour le taf. ouais, je savais pas trop ce qui m'attendait aux entretiens, donc j'essayais un peu de savoir qui étaient les autres pour me jauger un peu par rapport à eux. J'ai juste très vite compris que j'étais le plus jeune, que c'était tous des gens qui étaient dans la sphère fédérale depuis longtemps. Bon, après, je suis allé à l'entretien le plus détendu possible. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Tu dis que tu n'avais rien à perdre. Voilà, exactement. Et ce qui a été dur, par contre, c'est que donc j'ai passé les entretiens avec le DTN de l'époque et d'autres personnes qui étaient là, dont Fred Aubert qui était présent aussi aux entretiens. Et en fait, à la fin de l'entretien, ils m'ont dit bon bah comme tous les entretiens, on te tient au courant, etc. Sauf que le lendemain, je retournais travailler et que j'étais avec Fred Aubert qui savait ce qui s'était passé à l'entretien, mais qui ne m'a rien dit jusqu'au jour où la décision en fait, a été... il a été très pro, en fait. Au-delà du fait que vous Ouais. travaillez ensemble, que Ouais. vous soyez, entre guillemets, proches, et que vous ayez cette relation de mentor et de l'élève et tout, Ouais, il a quand même gardé le silence et il a fait le boulot. Voilà, Ça, vraiment rien. C'était rare, quand même. Hein. Donc, ouais, après, c'était pas facile parce que je savais que bah, il avait la décision finale, mais qu'il me la donnait pas. Et au final, c'est pas lui qui me l'a donné, c'est le DTN qui m'a appelé pour me dire que c'était moi qui avais le poste, qu'il fallait que je vienne à la Fédé pour qu'on on discute des détails, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, du coup, le DTN a demandé à ce que l'éducation nationale me place en détachement vers le ministère Jeunesse et Sport. Et ça a pris un peu de temps, parce que donc Fred partait le 1er janvier, et moi j'ai été en poste que le 1er mars. Donc, ah oui, parce que c'est vrai que d'un point de vue administratif, ça doit être c'était très compliqué. Et là, pour le coup, ma principale, qui était déjà pas trop chaude pour que je fasse mon emploi du temps, machin, là, je partais en cours d'année. Et là, elle n'a pas été d'accord du tout, et elle a pas du tout favorisé le truc, elle a un peu plutôt mis des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc elle a fait traîner en longueur le truc, c'est pour ça que ça a pris 3 mois pour que finalement ça se fasse. Et en fait, au 1er mars 2013, je rentre en poste. Et durant ces 3 mois-là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Du coup, parce que tu étais entre deux. Ouais, très compliqué. J'ai un boulot à commencer, mais je sais pas quand je vais commencer. J'ai un boulot actuellement que je dois quitter pour commencer. Comment tu as géré ces 3 mois? Très compliqué, parce que depuis le 1er janvier, date du départ de Fred, pour les gens à la Fédé de basket et au Pôle France, c'est moi qui le remplace. Donc je dois être là, je suis censé être à temps plein, sauf qu'en fait, je suis toujours prof. Donc je peux pas être là à temps plein, je suis là que par demi-journée. Et donc il y a une incompréhension de la part des collègues de l'INSEP. Ouais, pourquoi t'es pas là plus, etc. C'est compréhensible. De l'autre côté, mes collègues, ils savent que au final je vais partir, mais c'est pareil, ils savent pas trop quand, ça peut être du jour au lendemain, je leur dis bon bah ciao. Donc pour moi, entre les deux, c'était compliqué quand même. Ah oui, j'imagine. Et après, soulagement, parce que voilà, au final, ça se fait le 1er mars et ça devient beaucoup plus simple à gérer de faire que l'INSEP à temps plein. Ok, très bien. Et donc l'INSEP, du coup, du 1er mars 2013, j'imagine. Jusqu'à aujourd'hui.
Ok, très bien. Donc 10 ans là, t'as fait tes 10 ans récemment. C'est ça, ouais, c'est ça. Et 10 ans après, c'est toujours, enfin, c'est toujours la même chose? Ouais, 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 Même passion, même ouais, j'ai du envie? mal à comprendre un peu les collègues qui sont un peu blasés de venir à l'INSEP tous les matins. Enfin, moi, quand j'arrive à l'INSEP le matin, je suis toujours aussi content et heureux d'aller là où je vais. Je pense que c'est lié à la passion aussi. Et la passion, enfin, au-delà de la passion, il y a l'amour vraiment du métier en fait, je Ouais, pense. ouais, et puis je pense aussi que bah, mon passé de prof de PS m'aide à apprécier les gamins que j'ai face à moi tous les jours. Mhm, Parce que il y a pas longtemps, j'ai des collègues qui n'ont pas du tout vécu ce que moi j'ai vécu avec des adolescents lambda, on va dire. mhm. Et ils en ont vu passer parce qu'il y a des visites à l'INSEP, voilà, en permanence, il y a des classes qui viennent visiter, etc. Et il y a un de mes collègues prépa physique qui a accompagné une classe pendant une partie de la journée. Et il est revenu, il m'a dit, ouais, il m'a dit, c'est incroyable la chance Expérience. qu'on a Mm. parce que on se rend plus compte ce que c'est des vrais adolescents. Nous, on a des adolescents, c'est Qui sont de, hors normes en fait. Ils ouais, sont pas mais dans les normes. à tous les points, Mm, mm. physiquement, sur le plan basket, mais humainement, sur le plan de l'éducation, sur le plan du projet qu'ils ont dans leur tête. Mm. Et en fait, on a de l'or en barre et certains s'en rendent pas compte. Et moi, je me rends compte tous les jours parce que je sais d'où je viens, je sais comment j'ai pu Mais galérer. bah, ouais, voilà, comment t'en es arrivé, quoi? Comment t'en es arrivé à là? Et du coup, bah, c'est ce qui fait aussi peut-être que tous les matins, je suis content de venir travailler. Puis après, l'INSEP, c'est quand même un lieu assez mythique. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté pluridisciplinaire qu'il y a, de voir les autres sports travailler, les autres athlètes travailler, les autres coachs travailler, les autres prépas physiques travailler. Et il y a la possibilité d'échanger en permanence. Donc ça, c'est vraiment très enrichissant. Et j'avoue que ça doit être, enfin, la synergie, enfin, d'un point de vue staff, parce qu'en fait, tu peux échanger avec n'importe quel sport déjà. Et Ouais. toi, l'avantage que tu as, bah, justement, vu que tu as fait staff, c'est déjà, bah, tu as pu côtoyer plusieurs sports. Donc, voir, enfin, les différentes approches qu'on peut avoir pour enfin, le même résultat, ça doit être super Ouais, c'est intéressant. ça, c'est plein de. Enfin, moi, je sais que j'ai plein de curiosité de regarder ce que les athlètes font, ce que les gymnastes font, enfin, tous les sports. Et il y a plein de choses intéressantes à prendre et à ramener Au au basket. basket. Donc, ouais, attends, c'est super intéressant. Ok, très bien. Parce que moi, c'est vrai qu'effectivement, pour le basket, bon, après, moi, je suis pas faire physique, mais j'essaie parfois de voir, parce que j'ai des amis qui sont vraiment athlètes, leurs entraînements sur le fait de, pour les jeunes, pour surtout, quand j'étais coach des jeunes, c'était l'aspect école de course, par exemple, Mm. où les athlètes, ils font beaucoup. Et au basket, nous, on n'est pas éduqués, en fait, en tant qu'entraîneur, parfois, à faire ce genre de choses. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Union Elite, bah, un préparateur physique dans un club, pour eux, c'est juste une dépense en plus, parfois. Il y a des clubs Ouais, qui ouais, se ouais. disent c'est une dépense en plus. Au Ouais, lieu non, de c'est donner sûr. 100 euros C'est ou 200 sûr. euros, C'est c'est sûr. pour avoir une petite séance qui va peut-être aider les coachs à mieux coacher leurs gamins et à les emmener un peu plus haut, on va dire, d'un point de vue performance. C'est vrai que c'est des choses, bah, c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir aussi pour qu'on soit un peu éduqué par rapport à ça parce que c'est des choses super importantes pour moi. Mais c'est bien que tu parles de l'école de course, parce que moi, c'est un de mes chevals de bataille sur le travail physique que je fais avec les jeunes, Mhm. sur l'importance du pied. Et c'est fou à quel point les basketteurs, mais après il y a plein d'autres sportifs qui sont concernés, les gamins ils n'ont pas du tout conscience que si au niveau du pied il n'y a rien qui va, tout le reste ça sert à rien en fait. Exactement. Tu D'avoir peux des être grosses aussi cuisses, musclé, ouais, d'avoir voilà. voilà, d'avoir une détente de fou, mais si ton pied il est tout pourri, en fait ça sert à rien. Donc ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles j'insiste énormément. Bah, si t'avais, on va dire, bah, on n'est pas à la fin parce que je demanderai conseil à la fin. Mais là, par exemple, si t'avais, on va dire, je sais pas moi, une méthodologie, on va dire, assez sommaire de le travail d'appui dans le basket. Qu'est-ce qu'on fait dans le basket actuellement que tu connais à peu près parce que tu as été coach du coup. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire plus dans le travail d'appui, par exemple, parce que pour moi, je suis d'accord avec toi que les appuis c'est super important et que on peut pas se déplacer, changer de direction, Ouais, s'arrêter, clairement, sauter correctement si on ne sait pas, enfin, si on n'a clairement, pas les bons appuis. clairement. Mais après, quand j'ai coaché et maintenant que je fais que de la prépa physique, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment un incontournable que je mets quasiment à toutes les sauces. Quand on est prépa physique, on a des séances, non, ça dépend des structures, mais on a des séances où on fait que de la prépa physique pendant 1 heure ou 1 heure et quart. Mhm. Mais la grande majorité des préparateurs physiques dans d'autres structures, ils font les échauffements. Et puis après, un petit bout de temps en temps, à droite à gauche. Mais pour moi, l'échauffement, c'est le moment le plus adéquat pour mettre tout ce travail de pied
et je le mets quasiment systématiquement. Et comme tu l'as dit, ça va aider et ça va bonifier tout ce qu'on demande aux joueurs de basket sur un terrain. Accélérer, freiner, changer de direction, sauter, courir, tout. Et ça part du pied. Et après, parce que ta base de pied est solide, tu peux construire tout le reste après. Donc pour moi, c'est la priorité. Et après, le reste, ça vient s'ajouter par-dessus. Mais En fait, ça s'imbrique. C'est comme si tu faisais les fondations, c'est ensuite ça. tu viens arracher les choses C'est derrière. ça. C'est exactement ça. L'image est parfaite. Tu Ok. poses la base, et après, au-dessus, tu peux mettre des choses qui vont tenir. Si ta base, elle tient pas, bah, tout ce que tu vas mettre dessus, ça va être bancal. Et au bout d'un moment, ça va finir par lâcher. Et après, bah, on tombe dans le truc des blessures. On en parlera sûrement après, parce que Oui, c'est sûrement. aussi le rôle du prépa physique de gérer ça. Mais ouais, non, le pied, pour moi, il n'y a pas plus important que ça. Ok, c'est super intéressant. Bah, avant de continuer un peu plus d'aller un peu plus loin dans la préparation physique, du travail physique et de la musculation et tout, je voulais juste savoir comment tu as basculé en équipe de France. En fait, un peu ton histoire avec l'équipe de France, comment t'en es arrivé avec l'équipe de France au-delà de l'INSEP du coup. Est-ce qu'il y a un lien, on va dire, enfin, quand tu es à l'INSEP, forcément tu fais les équipes de France de jeunes, ou c'est quelque chose qui est totalement différent? Ouais, non, Parce que en fait, parfois ça peut être nébuleux pour certaines personnes qui connaissent pas exactement comment ça fonctionne. bah, en fait, ouais, c'est au moment où je signe mon contrat avec la Fédé et que je prends le poste, le DTN m'explique les différentes missions qui vont avec le poste. Donc il y a effectivement le quotidien au Pôle France, gérer la préparation physique des gamins qui sont au Pôle France, mais il y a aussi d'autres choses à côté, dont les équipes de France, parce que Fred était préparateur physique des équipes de France seniors à l'époque, les garçons et les filles, ils faisaient les deux en même temps. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque, Ouais, ça doit être c'est physique. mais voilà. Et du coup, le DTN me dit, bah, il y a ça aussi qui va avec le job. Donc du coup, je le regarde, je dis, ok. Il me dit, bon, comme voilà, on va t'accompagner pour que voilà, tu arrives tranquillement dans le métier. Il m'a dit, on va pas te lancer tout de suite dans la cage au lion avec les Tony Parker à Boris Dio à l'époque, qui étaient chez les A garçons. J'imagine. Il m'a dit, je te propose qu'on commence par les équipes de France jeunes. Et puis après, on verra, quand tu seras un peu plus aguerri, tu iras chez les A après. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et il a insisté à l'époque pour que j'ai pas d'étiquette garçon ou fille. Et il a insisté pour que je fasse une navette dans les équipes de France jeunes entre les garçons et les filles. Et que j'essaie de visiter le plus de catégories possible. Donc j'ai fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait des U16, donc j'ai tout fait U16, U17, U18, U19, U20, et j'ai fait garçons et filles, les deux. Donc ça a commencé comme ça continue encore à l'heure actuelle aujourd'hui, et voilà. Ok. Et dans l'approche de la préparation physique, je voulais savoir, du coup, quand tu fais les filles et les garçons et tout, est-ce que dans la programmation ou dans la charge de travail, c'est exactement la même chose, ou physiologiquement, vu il peut y avoir des différences, vous aussi, en tant que préparateur physique, vous avez, en fait, vous avez cette notion-là où vous adaptez vos séances. Je parle pas forcément des charges en termes de musculation que ça, mais je parle vraiment du poids des séances et tout. Est-ce qu'il y a une grosse différence ou c'est exactement la même chose? Alors, pour moi, je fais aucune différence dans mes séances, dans mes contenus de prépa physique entre une basketteuse et un basketteur. Ok, Parce qu'ils pratiquent le même sport, avec d'accord. exactement les mêmes contraintes, avec les mêmes actions à faire. Alors, ok, oui, il y a une différence de vitesse ou de qualité athlétique entre un garçon et une fille, on va pas se mentir. Moi, justement, c'était dans ce sens-là que je voulais savoir s'il y avait aussi une différence en termes de préparation par rapport, on va dire, aux qualités ou aux compétences. Non, parce qu'un match de basket, qu'il soit masculin ou féminin, ça reste un match de basket. Et ça reste physique. C'est le même temps, c'est les mêmes actions, c'est les mêmes contraintes que tu donnes à ton corps, et donc il faut que les deux soient préparés de la même façon. Ok, très bien. Donc je fais pas de différence. Après, dans l'approche pour proposer le travail, ouais, il y a des choses qui diffèrent entre les garçons et les filles. Ok. Les garçons, ils viennent en prépa physique, entre guillemets, de façon un peu plus aisée Naturel. que les filles, ouais, naturelle, exactement, que les filles, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ils viennent à la muscu, par exemple. Pour pousser le plus fort, le plus Ouais, possible. pour être musclé, pour avoir des tablettes de chocolat, pour avoir des gros pecs, pour se la raconter quand ils sont torse nu, enfin, bon, bref, des trucs que j'ai des exemples en tête. Et ça n'a aucun intérêt pour jouer au basket. Oui, parce que effectivement, ça sert à rien d'être trop musclé pour jouer au basket. Mais
ils viennent quand même dans la salle de muscu en étant voilà, motivés pour être là, contents, etc. Les filles, c'est différent. L'approche, c'est pas la même. Venir dans une salle de musculation, les filles, elles ont un besoin de compréhension de l'intérêt pour jouer au basket beaucoup plus que les garçons. Les garçons, tu dis couche-toi sous la barre, soulève, il est content et soulève. Ok, donc l'aspect pédagogique ou même l'aspect, on va dire, réflexion avec les filles est beaucoup plus importante. Ouais. Et là, on sort presque enfin, c'est pas qu'on sort du métier, mais là, on est dans une bonification du métier de préparateur physique. On n'est pas là juste pour dire, fais ces exercices, fais ces exercices, fais ces exercices. Il faut mettre du sens sur chaque chose qui sont proposées et encore plus avec les filles qu'avec les gars. Les garçons, il faut pas non plus les caricaturer, ils sont pas tous débiles, ils réfléchissent pas, non, mais c'est beaucoup plus fréquent chez les filles. Qu'il y ait des questions de pourquoi, à quoi ça sert, mais si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir comme bénéfice sur le terrain, et les filles sont très demandeuses de ça. Et donc du coup, dans l'approche, voilà, il faut être capable de justifier, expliquer à quoi ça sert. Et pour moi, la préparation physique, enfin mon métier au quotidien, c'est d'aider les basketteurs et les basketteuses que j'ai à être plus performants sur le terrain. Mais donc l'objectif, c'est des basketteurs, c'est pas des bodybuilders, ou c'est pas des. Le but, c'est pas d'être. J'explique aux filles, voilà, et j'explique aux filles qui sont inquiètes de être un corps déformé, moins sexy quand elles mettent un débardeur, parce qu'elles sont trop musclées, que mon but, c'est pas de les rendre musclés. Mon but, c'est de les rendre meilleurs sur le terrain. Ça passe par un travail de préparation physique et notamment de musculation, mais qui doit juste les aider à être plus solides sur les contacts, à accélérer plus vite, à changer de direction de façon plus efficace, etc., etc. Et donc, en fait, c'est complètement différent que de dire ouais, je vais à la salle et je vais devenir et je peux plus me mettre en jupe parce qu'après je ressemble à un bonhomme. C'est pas ça le ok, truc. Très bien. Bah moi je trouve que ça rejoint un peu le travail, on va dire, de management dans le coaching, dans le sens où on peut avoir devant nous, face à nous, plusieurs types de personnalités, et que l'approche et la vulgarisation surtout de certaines choses qu'on demande, parce que ça c'est une qualité en fait. Toi tu t'en parles comme si c'était normal, mais il y a des gens en fait qui ont du mal à vulgariser pourquoi ils demandent certaines choses, pourquoi ils demandent de faire d'une manière et pas d'une autre, et ainsi de suite. Et toi, ce travail-là, c'est quelque chose qui est inné, parce que tu as eu des parents qui sont dans, on va dire, dans la pédagogie pour le coup, parce que les deux, ils ont été dans des métiers où ils sont beaucoup, en contact avec les gens, ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre avec le temps aussi, avec l'expérience. Bah, les deux, parce que oui, effectivement, l'expérience de mes parents m'a forcément aidé dans ça. Après, mon parcours de prof aussi, parce que tu fais pas de sport en EPS, enfin c'est faux, tu fais de l'éducation, avec comme moyen d'éducation l'activité sportive. Mais l'activité sportive, c'est la carotte un peu. Voilà, par exemple, en tant que basketteur, je supportais pas de faire du basket avec mes élèves en EPS. Parce que c'est pas du basket en fait. Je m'arrachais les cheveux, ils faisaient n'importe quoi, ils balançaient des trucs. Et j'avais envie de les faire devenir des basketteurs, mais c'était impossible. Donc en fait, je voulais faire tout, mais pas du basket. Et donc, il y avait ce côté très éducatif, pédagogique, à apprendre les choses, à amener les choses pour qu'ils comprennent. Et je pense que ça me sert encore aujourd'hui. Ouais, je pense que tu as totalement raison. De toute façon, tu l'avais dit tout à l'heure, et je pense que ça t'a beaucoup aidé sur ton approche de ton métier actuel. C'est sûr. Et justement, pour revenir un peu à la préparation physique en elle-même et tout, moi, en comparaison, parfois on en discute avec des collègues coachs, moi, je me dis toujours, même si c'est en U15, un footballeur, même si c'est pas jouer au basket, c'est plus simple de faire devenir basketteur qu'un basketteur qui a toujours joué au basket, dans le sens où, quand je dis ça, c'est que au foot, tout à l'heure on parlait de pied, au foot, le travail d'appui, moi je vais parfois regarder les entraînements de foot, mais c'est vraiment partie, on va dire, généralement c'est entre 30 à 50% du travail de l'entraînement. Et je me demande pourquoi en fait au basket, nous, on n'essaie pas d'évoluer là-dessus, parce que notre sport, en fait, au-delà du fait que ce soit un sport qui est pratiqué avec les mains, au-delà du fait que ce soit un sport d'adresse, c'est les pieds et les jambes qu'on utilise le plus possible, en fait, en défense, en attaque, pour tout. Et je me demande pourquoi c'est pas démocratisé comme travail. En fait, je me pose la question. Pourquoi on n'en parle pas assez? Pourquoi on n'appuie pas assez là-dessus? C'est une bonne question et à laquelle on n'a pas encore trouvé la réponse, parce que je suis dans le même constat que toi. Au basket, c'est un truc qui est complètement... moins maintenant, parce qu'on essaye vraiment... je dis moi et mes collègues, on essaye de vraiment rabâcher toujours le même discours sur l'importance du travail du pied.
peut-être que les footballeurs, ils ont compris plus vite que nous parce qu'ils jouent avec les pieds. Donc, Oui, c'est vrai que c'était très pratique. Ouais. C'est important pour eux. Et nous, c'est vrai qu'on est détaché de ça parce qu'on joue avec nos mains et que c'est avec nos mains qu'on met les paniers, etc. Mais on oublie que c'est nos pieds qui nous portent, c'est nos pieds qui touchent le sol. Et en fait, la seule chose qui intervient vraiment physiquement entre nous et le sol, c'est le pied. Le reste, c'est juste les étages au-dessus du pied, mais le seul truc qui est en contact avec le sol, c'est le pied. Donc c'est pour ça que c'est tellement important et qu'il faut faire prendre conscience que on peut pas passer à côté de ce travail-là. Et là, ça va mieux, je trouve, mais pendant une époque, on n'a pas été très aidé non plus par les chaussures, l'évolution des chaussures, parce qu'à la base, il faut quand même pas oublier que les joueurs jouent au basket en Converse, et que et qu'il n'y a pas plus basique comme chaussure. Déjà, c'est du tissu, ça tient à rien du tout, donc la cheville, elle n'était pas coincée dans une chaussure, donc tu étais obligé de gérer ça. La semelle, il n'y avait pas d'amorti, c'était un truc tout plat, et donc je pense qu'à cette époque-là, les joueurs avaient beaucoup plus de pieds que la période qu'il y a eu après, parce qu'avec les chaussures confortables, ouais, même dans les années, au début des années 90 ou truc, ils avaient des chaussures qui montaient presque jusqu'au mollet, des gros trucs en cuir super rigides. Maintenant, ça se redirige vers des choses plus souples, et je trouve que c'est beaucoup mieux. Je crois que c'est Kobe qui a lancé ça avec sa paire qu'il avait sorti avec Nike justement, parce qu'il était revenu à les chaussures sous la cheville, parce qu'à une époque, justement, à l'époque que tu décris, les chaussures étaient souvent au-dessus de la cheville. Ouais. Et là, il a pris les chaussures sous la chevie et il a fait énormément de travail d'appui, justement. Ouais. Il a fait un travail d'appui, de changement de direction, et qui sentait un peu plus proche du sol. Et en même temps, plus tu es proche du sol, je pense que plus tu sens les choses qui se passent. Oui, ok, effectivement. Là-dessus, moi, je trouve que, quand même, au basket, on est à la traîne, parce que même moi, j'ai fait du foot US, par exemple. Au foot US, c'est pareil. Travail des jambes, c'est super important. Pourtant, le foot US, dans l'absolu, c'est avec les mains et t'attrapes avec les mains. C'est un peu la même chose. Enfin, ouais. Mais ils ont des choses qu'on peut copier. On peut copier, sur les petits déplacements sur des zones réduites, pour se démarquer, pour courir, pour... Exactement. Le travail d'échelle qu'ils font. Ils ont énormément de choses qui sont intéressantes pour les basketteurs, hein, parce que c'est un sport de grand terrain. Et nous, on est un petit terrain, mais justement, on a plein d'espaces réduits, nous, et sur lesquels il faut qu'on arrive à faire une différence sur les adversaires et tout, et je pense qu'on peut s'inspirer pas mal de ce travail-là. Ouais. Parce que justement, moi, quand j'ai des jeunes, généralement, je leur dis, pour tout au basket, pour ralentir, je leur demande souvent de multiplier les appuis. Et ça, c'est quelque chose, on va dire, au foot, par exemple, Messi, s'il excelle, c'est aussi par rapport à ses appuis, au-delà de son talent, on va dire, footballistique. Et c'est quelque chose où je trouve que, en fait, je sais pas comment on peut démocratiser ça parce que beaucoup de jeunes, au début, ils s'arrêtent d'un coup. C'est pour ça que parfois on a les chevilles, on a des choses comme ça, ne pas savoir tomber, il y a toutes ces choses-là. Et toi, en tant que coach, quel conseil tu donnerais à un coach, par exemple, on va dire, sur l'approche de la saison, sur la quantité, parce que effectivement, au basket, on se plaint souvent de ne pas avoir assez de temps pour entraîner, et que déjà, on n'a pas assez de temps, on va pas commencer non plus à enlever du temps pour faire des préparations mentales, on va encore enlever du temps pour faire sa préparation physique, et ainsi de suite. On va dire une semaine d'entraînement de 3 heures, 2 fois 1h30, du coup 2 fois 90 minutes, combien de temps on pourrait dégager, on va dire qu'il soit effectif, effectif dans le sens où, pour que ça ait un impact pour la préparation physique. Combien de temps on pourrait, par exemple, dégager? Tout à l'heure, je t'ai donné un élément de réponse. Pour moi, c'est à tous les échauffements, il doit y avoir de la prépa physique. Okay. Et tu vois, donc dans les autres missions que j'ai, je gère le diplôme de préparation physique de la Fédé de basket. Okay. Et c'est une des choses que je dis à mes stagiaires tous les ans. Si en tant qu'entraîneur de basket, tu couches sur un papier toute ta saison et que tu comptabilises le nombre d'entraînements que tu as, que tu comptabilises le nombre de minutes que tu as, et même si tu t'amuses pour les coachs qui sont les plus organisés, à découper le temps passé à faire de l'attaque, le temps passé à faire de la défense, le temps passé à faire du travail individuel, etc. Si tu mets tout ça à plat, tu te rendras compte que le contenu, en tout cas la séquence qui représente le plus gros volume horaire sur une saison, c'est l'échauffement. Parce que même si ton échauffement il dure 15 minutes, parce qu'après on peut discuter du temps d'échauffement idéal, mais on va dire que 15 minutes c'est relativement suffisant sur 90 minutes. Suffisant.
Bah, si tu prends 15 minutes à tous les entraînements de l'année, que tu fasses de la défense, que tu fasses du 5 contre 0, que tu fasses du jeu rapide, que tu fasses du travail technique, tu t'échauffes les gens. Tu peux pas lancer la séance comme ça, allez hop, c'est Oui, parti. Donc ces 15 minutes-là, tous les jours, toute l'année, ça fait que le volume, il est énorme à la fin de l'année et qu'il est beaucoup plus important que tout le reste que tu peux aborder. Et donc moi, je leur dis, je comprends tout à fait la situation des gens qui me disent, oui, mais j'ai 2 séances d'1 h 30 par semaine, je peux pas faire 1 heure de musculation sur mes 3 heures d'entraînement par semaine. Je comprends. Mais par contre, tu peux faire tous tes entraînements 15 minutes, et dans ces 15 minutes-là, tu peux mettre tout ce que tu veux en prépa physique. Tu peux mettre du renforcement musculaire, tu peux mettre du gainage, tu peux mettre du travail de pied dont on parle depuis tout à l'heure, tu peux tout mettre. Et en fait, moi, le conseil que j'ai à donner, parce que après, en tant que préparateur physique et en tant que responsable des échauffements des gamins au Pôle France, mais aussi en équipe de France, je supporte pas les entraîneurs qui commencent les séances par 2-3 trucs vite fait pour gigoter un peu, et après, hop, c'est parti, et on lance la séance. Pour moi, la séance, elle doit forcément débuter de façon progressive dans l'intensité, mais tout ce temps-là progressif, il doit être utilisé pour faire tout ce dont je viens de te parler avant. Et après, les gens vont pouvoir rentrer dans la séance déjà en étant prêts physiquement à pouvoir faire tout ce que le coach a prévu comme situation derrière, de l'opposition, pas d'opposition, enfin bref, ça c'est... En tout cas, élever le niveau d'intensité de manière beaucoup plus simple et moins risquée. Voilà, mais après, voilà, j'ai vécu, maintenant je commence à avoir côtoyé énormément de coachs, j'ai vécu des choses hallucinantes avec un entraînement qui commence par du 5 contre 0, parce qu'on dit que le début de l'entraînement, il est dédié à un temps de réflexion statique. Les coachs, ils aiment bien appeler ça un temps cognitif, sauf que avec des pros, je pense que je suis convaincu que c'est quelque chose qui peut se faire sans prendre trop de risques, mais avec des adolescents, quand on leur fait traverser le terrain à 5 contre 0 juste pour répéter des formes de jeu, ils vont avoir le frein à main serré pendant 1 ou 2 allers-retours, puis après c'est des ados, donc ils vont tout lâcher. Ah ouais, ils vont partir comme des fous sur la traversée de terrain, il y en a qui vont monter et qui vont vouloir dunker alors que ça fait 3 minutes que l'entraînement il a commencé, et moi en tant que préparateur physique, je peux pas être d'accord avec ce genre de choses, alors que si on prend le temps, ils auront tout le loisir de pouvoir dunker tout ce qu'ils veulent dans les 30 minutes après le début de séance. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, mon conseil, c'est utiliser l'échauffement comme endroit rêvé pour pouvoir faire de la prépa physique si on n'a pas de séance dédiée pour le faire. Bah moi, parce que personnellement, enfin pas personnellement, dans l'absolu en fait, on a tous un semblant de préparation physique en début d'année. Ouais, je sais ce que tu vas dire, mais c'est pareil, c'est dur à entendre pour mes oreilles ça. Mais... Exactement. Et moi j'avais posé la question en fait, parce que parfois quand je regarde le sport de haut niveau et tout, j'entends des choses. Moi je m'intéresse toujours parce que bah voilà, j'ai pas fait STAPS ou quoi que ce soit, mais j'essaie de m'intéresser pour être le meilleur coach possible. Et parfois tu vois les équipes de France, ils vont te dire oui, on s'est préparé pour être prêt à partir de foot par exemple, à partir des quarts de finale. C'est-à-dire que l'équipe, ils vont faire des matchs, on va dire entre guillemets pourris d'un point de vue performance physique, mais ils sont préparés pour être, on va dire, bons au bon moment, quand ça compte vraiment. Et je voulais savoir, déjà, une question en 2 parties. Dans un premier temps, la préparation qu'on fait au mois d'août ou début septembre, jusqu'à quel moment elle est vraiment effective ou à quel moment elle est fonctionnelle. Et dans un second temps, c'était de savoir comment on peut gérer des grosses séances de préparation physique à notre niveau, évidemment. C'est-à-dire que tu prends 90 minutes de séance où tu fais que ça. Et quelle serait la périodicité pour le faire, pour que ça soit effectif sur toute la saison, au-delà des 15 minutes dont on a parlé. Voilà, on rentre dans la thématique de la planification. Exactement. Donc, que ce soit planifier les contenus basket, en fait, chaque coach a des objectifs, chaque club a un objectif établi en début de saison avant de commencer. Objectif sportif, hein, j'entends. Le maintien, la montée, gagner la Coupe de France, enfin je dis n'importe quoi, tu vois, être qualifié en play-off, enfin bref. Donc, et en fait, l'art ou la méthodologie de la planification, c'est de partir de l'objectif et de reculer de façon progressive vers l'arrière. Et de voir entre le jour où on est aujourd'hui, combien de jours nous séparent de l'objectif qu'on a fixé. Et en fait, une fois que tu as ça sur ta feuille, tu peux décider de planifier les choses.
Quand tu dis une équipe de France, elle se prépare, ouais, mais les gens souvent ne savent pas combien de temps elle se prépare. Les préparations maintenant, enfin je parle de nous pour le basket, sont de plus en plus courtes dans le temps. Avant, on avait des préparations d'équipe de France qui duraient 2 mois presque. Et en 2 mois, bah, tu as le temps de faire des choses voilà, progressives, etc. Là, et il y a encore hier ou avant-hier, je crois, j'ai lu une interview de Vincent Collet qui disait que leur préparation là, à la Coupe du Monde va être encore plus courte que d'habitude. Et c'est pour ça qu'il va même pas annoncer une liste de 16 ou de 18, il va annoncer 12 joueurs direct, parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet tout de suite et que tu peux pas perdre du temps à travailler avec des gens que tu sais que de toute façon tu les emmènes pas au bout. Donc il veut travailler avec son groupe de 12, plus des jeunes qui vont faire les partenaires d'entraînement, mais en tout cas les 12 joueurs sont déjà connus dès le début de la prépa parce que c'est trop court pour pouvoir prendre le temps de... Et c'est vrai que quand tu as peu de temps comme ça, avec le staff et du coup le préparateur physique intervient dedans, bah, tu essayes de planifier ce qu'on appelle le pic de forme de l'équipe, en sachant que quand tu arrives, bah, le premier jour du rassemblement, tu sais pas, enfin si tu sais, mais tu découvres un peu toujours dans quel état sont les gens. De chacun. Voilà, il y en a qui ont arrêté la veille parce qu'ils étaient en play-off et que voilà, et d'autres qui ont arrêté depuis 3 semaines ou un mois. Donc tous les gens, donc pour remettre tout le monde au même niveau, déjà ça prend un peu de temps. Et puis après, bah, si tu te rends compte que la compète elle commence 15 jours plus tard, c'est un peu chaud pour être au taquet de ce que tu peux faire sur le premier match. C'est pour ça qu'ils disent que l'objectif c'est, parce que de toute façon dans toutes les compétitions, le quart de finale c'est souvent le match complet qui décide si tu bascules dans le truc où tu peux jouer un truc ou sinon tu joues les places de classement. C'est pour ça que tout le monde dit ouais le quart de finale c'est ce jour-là où on doit être prêt. Et en fait bah, tout est construit pour que oui tout se passe de mieux en mieux jusqu'à cette apogée là. Et puis après de toute façon on sait que après quand t'as gagné ton quart et que t'as une demi et une finale, bah après c'est mental et voilà, tu lâches tout sur le terrain et puis après on verra. On verra bien, ouais. Ok, d'accord. Blessé, pas blessé, tu joues. Ok, très bien. C'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, au niveau amateur, la préparation, parfois on l'a fait en août, un peu en début septembre. Tu vois, les coachs, ils arrivent tous avec des nouvelles résolutions, en début d'année et tout ça, ils font des choses, et qu'après derrière, ça disparaît au fur et à mesure de la saison parce que les résultats, les poids des résultats, le poids de. Mais ouais, c'est ça qui est le plus compliqué en fait. Dans le milieu amateur, pour moi, parce que j'ai fait les N2 à l'Union Elite, après j'ai fait la préparation aussi de l'équipe de Cergy qui était en N2 de la même façon. Et en fait, les coachs ils te disent ouais j'ai besoin d'un préparateur physique, ok, pour faire quoi? Pour faire la préparation en début de saison. Et c'est tout? Ouais, parce que bon après tu comprends, j'ai pas le temps. Et donc en fait faire 1 mois de préparation et puis plus jamais rien faire après, en fait je vois pas. En fait, du coup les joueurs sont prêts jusqu'à la Toussaint entre guillemets et derrière ça peut partir. Et puis après il y a la coupure de Noël. Et puis après, du coup, pour redémarrer. Généralement, en janvier, on voit tous les blessures, c'est compliqué. Les absences et tout. Et donc, il est là le problème, c'est que c'est bien d'avoir l'intention de faire une belle préparation en été, mais il faut que derrière, il y ait un fil rouge et que les choses elles continuent, parce que, ok, on va réussir peut-être à faire monter le niveau global physique des gens, mais si derrière, il n'y a plus rien, il n'y a pas de rappel, bah, ouais, c'est un peu avoir gâché le travail qui a été fait au début. Mais je pense que tous ces coachs-là ont quand même un objectif, et peut-être que certains ont l'objectif de le premier match de la saison, je veux que mon équipe elle soit prête. Ok, on peut faire ça sur la préparation, mais après, du coup, parce que la saison c'est long. Donc si tu es prêt sur le premier match, après il y en a une vingtaine après en fonction des championnats, mais comment tu gères la suite après Bah moi personnellement, la saison actuelle là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la prépa, on va dire club, entre guillemets en août. Bah, début de saison, on a commencé à 5-0. Après, physiquement, tout le monde a plongé. Parce que, après, le truc, c'est qu'en amateur, c'est très compliqué. Bah, je sais pas, peut-être que tu auras des astuces là-dessus. C'est très compliqué parce que, bah, du coup, on fait une routine d'échauffement, par exemple. Et derrière, j'essaie toujours de caler, on va dire, du gainage, des trucs comme ça, entre chaque situation pédagogique. Mais par moment, le travail d'étirement, d'ailleurs l'étirement c'est un sujet très complexe parce que moi ça m'intéresse, j'ai pas de réponse jusqu'aujourd'hui, mais voilà, pour finir sur ça, c'était juste ouais, du coup c'est compliqué parce que au niveau amateur, c'est soit tu demandes aux joueurs de faire quelque chose, de faire de leur côté aussi, on va dire un semblant de préparation physique ou des exercices à leur donner et tout,
Est-ce que toi, tu aurais, par exemple, on va dire, au-delà des échauffements dont on a parlé tout à l'heure, des exercices que tu veux mettre entre les sessions pédagogiques, est-ce que on devrait intégrer aussi des exercices qu'on donne aux joueurs d'aller faire? Parce qu'en fait, quand les joueurs sortent de l'entraînement, ils vont à la muscu. Et à la musculation, on ne sait pas ce qu'ils font. Ouais. Parce que moi, cette année, il m'est arrivé de dire à un joueur, tu peux pas aller à la muscu le vendredi et espérer être bon le samedi. Parce que à très haut niveau, je sais qu'ils peuvent faire ça avant un match. Parce que eux, peut-être qu'ils sont préparés pour. Ouais. Mais au niveau amateur, je sais pas si c'est vraiment, si c'est pour tout le monde. Si c'est pas ce qu'il fait, ouais, c'est sûr, c'est compliqué, mais c'est possible. Enfin, nous, on fait musculation la veille du match, on fait la musculation le matin du match, on fait la musculation après le match. Enfin, Oui, ça j'ai vu à haut niveau. Après, c'est les gens qui sont suivis, c'est les gens qui savent qu'ils font. Et c'est pour ça que je demandais, est-ce que au niveau amateur, on peut se permettre de le faire aussi, ou ça a des conséquences sur la performance? Si c'est pas encadré, oui, ça aura forcément des conséquences, parce que si la personne elle fait tout et n'importe quoi, il y a forcément certaines choses qui risquent de perturber la performance sur le terrain. Il faut que ça soit bien pensé et bien organisé pour que ça perturbe pas, ou au contraire parce que certaines choses peuvent bonifier la performance sur le terrain, mais encore une fois, il faut que ça soit amené de façon intelligente et cohérente. Donc dans le niveau amateur, c'est très compliqué, parce qu'il faut que les gens aient des vraies habitudes de travail. Si le joueur il va à la salle une fois par mois, mais qu'il décide, tiens, je vais y aller demain, ah merde, j'ai match dans 2 jours, ouais, non, ça n'a pas de sens. Et donc, avec peut-être des gens, en fonction du niveau, des gens qui ont des restes, qui sont passés par un cursus semi-pro. Ils ont la routine pour ça. Voilà. Donc s'ils ont des habitudes, on peut peut-être s'appuyer sur ces habitudes-là, revoir peut-être quelques détails et avec eux faire, mais avec des amateurs purs, j'ai envie de dire, c'est pas possible. Okay, donc dans l'entraînement, ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire, entrecouper, comme tu l'as dit, des situations pédagogiques basket avec du travail physique, c'est tout à fait faisable. Encore faut-il... Parfois, on n'a pas de chance. Il y a des jours, tu prévois, tu l'écris, tu fais comme tu veux et tout. Ouais, et que quand tu arrives à la séance, le mec qui comprend le système pendant 5 minutes, c'est que ça, du coup, tu dis, bon, je vais couper là parce que, voilà, malheureusement, c'est le lot de l'entraînement, ça. Mais après, j'ai envie de dire, oui, on peut mettre des exercices de préparation physique, mais je pense que, comme tout à l'heure on le disait, il faut qu'il y ait un sens. C'est faire du gainage parce que on a entendu dire que le gainage, c'est bien pour jouer au basket. Ok, mais j'ai envie de te dire, si c'est pour les mettre par terre en planche comme ça, tu peux arrêter de faire du gainage parce que ça n'a pas d'intérêt. Ah d'accord, ça m'intéresse ça. Réel sur le terrain. Ça va avoir un intérêt pour les débutants qui n'ont jamais fait de gainage au tout début. Mais au bout d'un moment, il faut switcher parce que et je dis ça aux gamins qui comprennent pas quand je leur dis la même chose que ce qu'on est en train de dire. Et je lui dis, mais dis-moi à quel moment dans le match tu vas être par terre comme ça sur tes coudes pendant 30, 40 secondes, 1 minute. Quand? Il dit, jamais. Je dis, donc pourquoi tu fais ça pendant 40 ou 50 secondes? Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais? Il faut faire moi j'appelle ça le gainage contextualisé. D'accord. Et reprendre des situations de terrain dans lesquelles l'expression du gainage est hyper importante. Situation d'échauffement, par deux, avec un qui est sans ballon et l'autre qui a 2 ballons. Donc tu peux faire bouger les gens si tu veux continuer à les échauffer, et puis tu peux jouer sur tous les modes de déplacement que tu veux. Au bout d'un moment, tu stoppes la situation. Le joueur qui a les 2 ballons s'arrête, dribble sur place, donc en position fléchie. Donc là, on est purement dans la position basket. Ça peut même être un travail aussi technique sur... ils doivent dribbler de façon alternative, de façon simultanée, ils doivent croiser les ballons. Après, ça dépend du niveau des gens que tu as. Mais l'autre, il vient perturber la posture de la personne en mettant des pressions, en touchant les bras, en touchant les hanches, etc. Et il faut que la personne soit la plus solide possible, la plus stable possible. Et là, c'est du gainage, parce que tu es obligé d'être gainé pour faire ça. Ah, mais après, moi, je vais t'avouer une chose là. Là, pour le coup, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Voilà. Pour moi, c'est logique. Voilà. Mais j'associe pas ça avec gainage. Voilà. Et c'est aussi ça qu'on sert, les préparateurs physiques. C'est pour faire prendre conscience que souvent, les coachs, vous faites plein de choses qui sont hyper intéressantes, mais vous savez pas. Ah, moi, totalement. Là, le truc derrière. Et là, clairement, c'est un exercice de gainage parfait pour des joueurs. Après, il y en a plein d'autres. J'ai pris cet exemple-là, tu vois. Mais, ou alors, en fin d'échauffement, tu veux travailler sur le fait de pas complètement exploser quand tu as un contact en l'air. Pareil, tu mets quelqu'un avec un ballon
il fait son impulsion, et il n'y a même pas besoin de panier, tu peux mettre 45 personnes sur le terrain si tu veux, et l'autre il a un ballon et il touche la personne pendant qu'elle est en l'air. Et le but c'est de rester droit dans son saut. Et la réception et tout ça. Et ben c'est du gainage contextualisé par rapport à une action que tu vas retrouver quand tu vas jouer. Tu retrouveras pas la planche on est d'accord que c'est rare au basket qu'on se retrouve sur les deux coudes. Le seul truc que je veux bien entendre sur la planche côté, etc., c'est que les joueurs intérieurs, quand ils prennent la position, etc., ils ont une forme statique qui peut ressembler à... Mais ils sont debout déjà. Donc mets le debout au lieu de le mettre couché par terre, tu vois. Voilà. D'accord. Avec un Swiss ball ou un truc contre un mur pour qu'il ait une sensation de... Il y a quand même quelqu'un au bout de mon bras qui bouge. Parce que le sol, il va pas bouger, tu vois. Et donc, ouais, plein de petites choses comme ça. Ok, j'avoue que c'est super intéressant parce que c'est vrai, on fait beaucoup de choses parfois, on s'en rend pas compte. Ouais. Parce qu'effectivement, on s'inspire des choses qu'on voit, Internet. Oui, puis même, vous connaissez l'activité quand même. On connaît l'activité, on se dit que, faut bien protéger sa balle, même si on tape dans la main, faut être capable de, tu vois, de résister sur le contact et, tu vois, aller chercher un peu plus loin. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément au gainage, en fait, malheureusement. Enfin, malheureusement. Du coup, et ouais, pour moi, le gainage, il faut le présenter comme ça aux joueurs. C'est pas déjà c'est pas avoir des tablettes d'abdos, tu peux être très gainé sans avoir les tablettes. J'en connais beaucoup comme ça qui même et donc ça sert à rien d'avoir cette vision là, et après il faut leur enlever de la tête le fait de faire la planche, parce que ça sert à rien pour un basketteur, comme ça sert à rien quand je discute avec les joueurs un peu avancés avec qui je peux travailler en musculation, qui sont obnubilés par le fait de soulever 140 kilos en développé couché, et tout. Je dis ok, c'est bien, mais du coup, ça te sert à quoi? Après, ils peuvent répondre des choses aberrantes, comme certains, des choses plutôt intéressantes, mais il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Sur le terrain, à quoi ça te sert de pousser 140 kilos au lieu de pousser 138 kilos, par exemple? Ou au lieu de pousser 100 kilos? Les 40 kilos de différence, ils te servent à quoi? Est-ce que ça suffit pas que tu sois capable de pousser 100 kilos, mais que tu pousses la barre plus vite que ta barre de 140 kg, que tu vas galérer plus un travail d'explosivité qu'un travail de voilà, parce que le cœur de notre activité, c'est une activité explosive. Donc, prendre de la force pour, au final, pas la réutiliser derrière, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il y a plein de choses qu'il faut présenter. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec les bons mots et associer les bonnes choses derrière. Ok. Bah, moi, j'allais te poser la question sur la musculation, par exemple. Enfin, c'est un petit détour que je prends parce que, du coup, je me vois moi-même en tant que, on va dire, joueur, quand je l'étais. Sur le travail, par exemple, on va dire, des jambes. Est-ce que tu favoriserais la barre debout sur les épaules ou la presse, par exemple? Si tu devais, sur le travail des jambes, par exemple. Ça dépend avec qui. Ça dépend si c'est un jeune ou si c'est un adulte. Ça dépend du niveau, s'il est débutant ou confirmé. On va dire qu'en gros, la barre sur les épaules, chargée, lourd, parce qu'une barre sur les épaules vide, là j'ai des adolescents de 15 ans qui peuvent le faire, et même qui mettent des charges plus lourdes. Mais quand on est jeune, on peut travailler avec une barre à vide sans prendre de risques. Après, les charges lourdes sur les épaules, ça nécessite une expérience, une maîtrise technique, et donc un minimum de vécu quand même. Ok, très bien. Donc du coup plutôt la presse, plutôt pour les débutants, plutôt au début. Et après, pareil, si t'es blessé, il vaut mieux pas prendre de risques et te mettre sur la presse, que tu peux contrôler ce qui se passe. La barre libre sur le dos, c'est toujours plus compliqué. Ok, d'accord. Bon, je t'ai juste pour voir. Et après, on peut rentrer dans le détail. Est-ce que c'est bien de la mettre derrière? Est-ce qu'il faut mieux pas la mettre devant? Tu peux, on est là pour ça. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire et tout dépend de ce que la personne maîtrise. Maintenant, il y a plein de matériel qui a évolué un peu dans le temps. Avant, on n'avait que des barres et il y a quand même des mecs qui se sont pris la tête sur je mets la barre dans le dos ou je la mets devant. Ça change un peu la posture. Les gens qui ont des problématiques de maintien du dos. Il y a du gainage aussi. Ouais, dans toutes les situations de musculation, il y a du gainage. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, le gainage, de toute façon, c'est pareil. C'est le pied. Tout à l'heure, tu me demandais les choses importantes. Le pied et le gainage, c'est deux fils rouges pour moi qui sont permanents dans tout ce que je fais. Et tu peux pas faire de la muscu si t'es pas gainé, c'est impossible. Parce qu'il y a tellement d'actions qui passent par le fait que tu sois capable d'activer ton gainage que c'est impossible. Mais tu vois, la barre derrière ou la barre devant, ou la barre tenue comme ça, ou la barre tenue dans les bras ici. Maintenant, ils font des barres où ça te fait une safety bar, ça s'appelle. Et donc, du coup,
tout pour rendre plus confortable la pratique de la musculation pour les gens, mais ça, c'est des débats de préparateurs physiques, peut-être on va éviter de rentrer là-dedans. Ok, très bien. Mais ouais. Ok. Bah, je vais poser une question, enfin, je vais revenir un peu sur, bah, on a parlé d'échauffement tout à l'heure et tout ça. Il y a quelque chose, j'entends toujours, activer les muscles, activer les articulations, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous vulgariser de quoi il s'agit vraiment, en fait? C'est quoi activer les muscles, activer? Parce qu'en fait, moi, je vois à peu près ce que c'est, mais je pourrais pas te mettre les mots dessus, très clairement. Est-ce que tu pourrais le vulgariser bah, pour les jeunes qui pourront nous regarder, ou même pour les coachs qui parfois utilisent des expressions qu'ils maîtrisent pas forcément. Ouais. C'est quoi activer son corps au-delà de l'échauffement? C'est-à-dire que moi, je pars du principe que c'est peut-être avant l'échauffement, et le fait enfin, parce que sur les routines qu'on fait, par exemple, on va faire on va dire des talons de pointe, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est avant l'échauffement, c'est pour que le corps se réveille entre guillemets. Bah, qu'est-ce que c'est exactement et à quel point c'est important? Donc là, on revient sur la thématique de l'échauffement et Mm. pour revenir sur ton avant l'échauffement et pendant l'échauffement, pour moi, je différencie 2 temps. Il y a un temps personnel, Ok. de routine individuelle. Donc ça, c'est aussi un des apprentissages que j'essaye de mettre en place très tôt Parce avec, que tout le monde ne l'a pas, ça. ouais, avec les jeunes avec qui je travaille, en leur expliquant que, euh, à ma connaissance, j'aimerais bien qu'on me trouve un contre-exemple, mais il n'y a pas un seul joueur ou une seule joueuse de haut niveau qui n'a pas une routine individuelle qui peut être très courte, hein, ça peut être 5-10 minutes, et en règle générale, de toute façon, ça n'excède pas quelques minutes. Mais tout le monde a ça, parce que tout le monde a des problématiques qui sont différentes. Exactement. J'ai pas les mêmes problèmes que toi, t'as pas les mêmes que moi. Donc il faut que cette routine-là, elle soit très ciblée sur mes problèmes à moi. J'ai eu une blessure antérieure qui est finie, mais il faut toujours que je fasse des rappels sur une cheville, par exemple, ou un genou, etc. Ou j'ai une faiblesse, je me suis fait mal un peu à l'épaule, il faut que je renforce. On a tous des choses qu'on peut travailler sur ce temps-là individuel. Et après, il y a l'échauffement collectif. Okay. Donc, pour moi, il y a 2 temps vraiment différents. Quand je gère l'échauffement collectif, je ne peux pas m'occuper de toutes les problématiques individuelles Ok, des gens. d'accord. Donc du coup, ça c'est vraiment la responsabilité des joueurs, mais toi, tu Ouais. peux les aider entre guillemets ou les guider. Je dois c'est mon Ok. boulot. Ouais, Voilà, donc c'est ton boulot du coup d'aller voir ouais, chacun avec sa ouais, problématique et lui donner, on va dire, des billes pour qu'il puisse voilà. s'en sortir. Par exemple, une question comme ça, quelqu'un qui a des périostite, comment il peut activer son corps avant de commencer l'activité? Parce que moi, pour le coup, c'est des choses que j'ai vues chez les gens qui font de la course, du basket, des choses comme ça, et que parfois, certains vont te dire que c'est aléatoire. Moi, je sais que c'est pas aléatoire parce que je l'ai et que j'ai un échauffement que je fais un peu avant, euh, qui m'aide, enfin, aléatoirement, on va dire 4 fois sur 5. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, quelqu'un qui a une périostite, avant l'échauffement collectif, qu'est-ce qu'il peut faire pour activer, on va dire, enfin, éviter que ça puisse se lancer, par exemple? Bah déjà, la première chose à dire aux gens qui ont des périostites, c'est que s'ils commencent l'échauffement la séance sans s'échauffer, c'est sûr qu'ils vont avoir mal. Mm. Ils sont morts pour la séance parce que de toute façon, la douleur va arriver. Pour moi, la périostite, il faut juste définir de quoi on parle. Oui, oui, Donc, alors moi, c'est une douleur située au niveau des tibias, qui est due à une trop grosse tension mise sur l'aponévrose qui est sur le tibia. Et donc, du coup, il faut chercher du relâchement déjà en début de séance. Donc, plus que l'étirement, je pense que l'automassage, c'est mieux, avec des rouleaux. Mais si on n'a pas de rouleau, on peut très bien s'automasser avec un ballon. Un ballon, c'est suffisamment dur pour pouvoir masser les mollets, etc. Et même le muscle qui est devant, le ok. jambier antérieur, pour que ça soit le plus relâché possible et qu'il n'y ait pas déjà une Une tension. tension, ok. Le pied, pareil, détendre le pied, automassage du pied, etc. C'est intéressant. Et puis après, c'est tout ce que tu as dit, après les gammes progressives de rentrer dans la séance pour, et là je vais rebondir sur ce que tu disais après, la partie échauffement en tant que tel. Quand on dit activer, moi j'explique aux entraîneurs que je croise dans les formations ou à mes stagiaires dans le diplôme que pour savoir si l'échauffement il est correctement fait, il y a 3 critères qui sont hyper simples. La température corporelle a augmenté, on est essoufflé et on transpire. Enfin, Ok. et le rythme cardiaque Le rythme cardiaque, ouais. bat plus vite. Et donc du coup, si on n'a pas les 3, c'est qu'on a raté un truc dans Ouais, je l'échauffement. comprends. Ce qui sous-entend aussi que quand il fait froid en hiver, on doit passer un peu plus de temps pour faire monter la température, parce qu'on part de plus bas, et quand il fait chaud en été, bah, on va transpirer plus vite, et à la limite, on peut raccourcir un petit peu, c'est vraiment les extrêmes. Mais donc, pour moi, c'est ça, activer,
ça correspond juste à répondre à ces 3 questions. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que mon cœur bat plus vite? Et est-ce que je suis essoufflé? Ok, très bien. Et après, si on veut rentrer dans les détails, et cetera, l'activation des muscles, c'est ce qu'on disait avant, c'est les faire travailler pour que ils enchaînent des phases de contraction et de relâchement, ce qui va faire que les fibres entre elles vont coulisser, parce que la contraction musculaire, c'est un coulissement des fibres les unes sur les autres. Donc ça va, entre guillemets, comme graisser le moteur. Et les articulations, c'est pareil. Dans une articulation, il y a du liquide, et quand l'articulation est au repos, le liquide a tendance à se solidifier un tout petit peu. Et en fait, le fait de, quand on fait c'est simplement juste rendre un tout petit peu plus fluide le liquide. Comme ça, quand on n'est pas, enfin, le corps n'est pas choqué, quoi. Voilà. Et donc c'est juste se rendre plus fluide tout court, les muscles, les articulations, les tendons, etc. Et s'activer, c'est ça en fait. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est important parce que ça vulgarise certains termes qu'on peut utiliser et que c'est important d'avoir des marqueurs. Tu vois, comme tu as cité un peu les 3 marqueurs là. Donc voilà. Ok. Bah du coup, je vais enchaîner sur, on va dire, l'après-séance. Déjà le débat de l'échauffement. Est-ce qu'il faut le faire? Parce que, enfin, les étirements plutôt. Parce que on a des étirements actifs. Je sais pas s'il faut faire avant ou après. Enfin, ça c'est pour moi c'est plus avant. Après, je maîtrise pas du tout, c'est pas mon métier. Et les étirements à l'après-séance. Est-ce qu'il faut le faire après la séance, 1 heure après, le jour d'après? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'écoles. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous expliquer la différence entre étirement et étirement actif, et ensuite parler de quand est-ce que ça doit intervenir? Ok, effectivement, c'est un débat qui est loin d'être facile et qui pose énormément de problèmes pour moi, parce que si je dois te dresser le portrait d'un basketteur ou d'une basketteuse aujourd'hui, c'est des gens qui sont extrêmement raides de partout. Et en fait, le problème, c'est que cette raideur-là déclenche des problématiques de blessures qu'on pourrait éviter, en fait. Tout ce qui est tendinopathie, donc les tendons rotuliens qui sifflent, etc., ça, les basketteurs, ils en ont en veux-tu, en voilà. Et je crois qu'on connaît tous des gens qui ont mal au genou, etc. Et donc, en fait, après, il y a les maladies de croissance chez les jeunes aussi. Osgood, c'est la plus connue. Ça, on en parlera parce que c'est un sujet que, pour moi, j'ai Voilà, parlé de 2 sujets, c'est un gros sujet. Mais tu verras que c'est lié à la problématique de raideur et donc à la mauvaise image qu'on donne aux étirements. Et en fait, pour nous qui sommes dans le métier prépa physique, on arrive à dater un peu le moment où ça a basculé dans le mauvais sens. C'est qu'il y a un préparateur physique qui est décédé maintenant, mais qui était vraiment reconnu de tout le monde dans le milieu du basket, qui s'appelait Gilles Cometti, et qui a fait un article un jour et où il a parlé des étirements. Et en fait, une des conclusions de son article, c'est que je vais faire le raccourci que les gens ont fait, et après je reviendrai sur la vérité, c'est que il ne faut pas s'étirer parce que c'est contre-productif pour une activité explosive comme la nôtre au basket. Okay. Ça, c'est ce que les gens ont compris. D'accord. Sauf que les gens ont un peu trop tiré des conclusions hâtives et qu'ils ont ni pris en compte le contexte de l'article, c'est-à-dire quelle méthode d'étirement a été utilisée, avec quelle population de sportifs, et donc ça remet fortement en cause la conclusion que tout le monde a fait, il faut surtout pas s'étirer. Et en fait, comme tout le monde a retenu ça, toutes les générations qui sont arrivées derrière et qui ont été entraînées par les gens qui ont retenu juste il faut pas s'étirer, et ben derrière c'est catastrophique. Parce qu'on a des gens qui du coup ne s'étirent plus parce que ils sont entraînés par des gens qui sont convaincus d'avoir compris qu'il fallait pas s'étirer. Et en fait, on a des gens qui sont debout, incapables de toucher leurs pieds parce qu'ils sont trop raides, qui sont incapables d'avoir le talon qui touche la fesse quand ils s'étirent. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça déclenche énormément de problématiques de blessures derrière. Et donc, en fait, ma réponse, et c'est la même que je donne à tout le monde, elle est très claire, c'est oui, il faut s'étirer. Pas parce qu'on veut faire des basketteurs... des gens aussi souples que les gymnastes ou que les filles qui étaient en GRS là à côté tout à l'heure, rien à voir. Ça n'a encore une fois aucun intérêt pour la pratique du sport. Mais par contre, on a besoin d'un minimum de souplesse musculaire pour, ne pas prendre de risque de se blesser,
Et 2, pour être performant. Un muscle qui est tout contracté et tout raide, il n'est pas performant ou pas autant que s'il est capable de se relâcher convenablement. Donc après, on rentre dans le débat de quelle méthode. Ok. Tu parlais des... Donc il y a l'étirement en tant que tel, et dans la catégorie étirement, il y a plein de méthodes différentes. Ok. Et donc les étirements actifs ou dynamiques dont tu parlais, effectivement, il faut en faire. Et il y a énormément d'études scientifiques qui ont montré qu'ils avaient des effets très positifs sur la pratique d'une activité explosive comme la nôtre. Il faut les faire en début de séance, avec une bonne méthodologie. On pourra en reparler si tu veux. Et justement, comment on détermine, parce que moi, je me suis dit, bon, je fais un mouvement, 5 secondes, et après j'enchaîne. En termes de temps ou de timing, c'est quoi la différence entre l'étirement enfin, la méthode, on va dire, dynamique et les autres? Et ben on va Vas-y. vulgariser de façon Ok. très simple. Le début de séance, les étirements dynamiques, à la limite, le mot étirement, il n'est pas vraiment adapté, parce que c'est une mise en tension plus qu'un étirement. Un étirement, on a tous tendance à penser, ouais, c'est long, ça va durer 15, 20, 30 secondes, alors que là, c'est pas ça. On parle de 2 à 3 secondes de mise en tension, et en plus, la mise en tension, elle est dynamique, elle n'est pas statique, c'est pas tu restes comme ça sans bouger. Donc, si tu veux t'étirer l'ischio-jambier, par exemple, bah, soit tu montes la jambe tendue devant toi, mais par un mouvement où il n'y a pas d'arrêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le muscle, il va s'allonger, et après, il va revenir, et en fait, il n'y a pas de temps arrêté en position d'étirement. Il reste pas en tension pendant un moment. Voilà. Non. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner comme ça. Et en fait, le principe des étirements dynamiques, c'est ça. C'est une mise en tension très courte, suivie d'une réactivation du muscle derrière. Si on reste sur les ischios, on fait des talons-fesses pour réactiver. Donc le muscle se recontracte. Après avoir été allongé un peu, il se recontracte. Et là, du coup, on ne prend aucun risque sur tout ce qu'on a pu entendre. Ouais, c'est contre-productif, etc. Au contraire, ça permet au muscle d'être bien plus efficace dans l'activité qu'on va faire après. Donc ça, c'est le début de séance. Et à l'opposé, il y a la fin de séance, où là, c'est des étirements beaucoup plus passifs, statiques, beaucoup plus longs. 15 secondes, pour moi, c'est le minimum. 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, ça rentre dans la partie étirement statique. Et là, c'est pareil, il ne faut pas se tromper. Il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut dire la vérité sur les choses que les étirements ne font pas. Les étirements ne vont pas favoriser la récupération. Ah, un gros sujet aussi, la récupération. Voilà. Donc, ceux qui pensent ça, il faut aussi être honnête. C'est pas parce que tu t'étires que tu récupères mieux. Il y a plein d'autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces que les étirements pour récupérer. Mais dans ce souci dont je te parlais tout à l'heure de ne pas avoir des muscles trop raides, le fait en fait, quand tu fais une activité physique, ton muscle ne fait que enchaîner contraction, relâchement, contraction, relâchement, contraction, relâchement. Peu importe le muscle dont on parle. Et en fait, la conséquence à ça, c'est que dans le temps, il va avoir tendance à être un peu rétracté. Et si tu lui redonnes pas juste sa longueur initiale, eh ben, tu accumules ce problème-là d'entraînement en entraînement, de mois en mois, d'année en année, et après tu te retrouves avec des gens qui sont tout raides comme ça, et qui sont, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas capables de toucher leurs pieds. Et en fait, la fin de séance, les étirements de fin de séance, pour moi, c'est juste ça. Redonner au muscle sa longueur initiale par un étirement léger, c'est pas un truc faut pas tirer comme des porcs, d'une vingtaine de secondes, on va dire ça comme ça, 2 fois par muscle, et stop, ça suffit. Et enlever de la tête que on fait de la récup. On fait pas de la récup avec les étirements. On lutte contre l'apparition des problématiques de raideur, et donc les blessures qui vont avec, parce qu'on n'est pas capable parce qu'on s'étire pas. Ok. Et du coup, l'histoire de pas juste après la séance, le lendemain et tout. Si on reste sur ce que je t'ai dit là, aucun problème. Okay, très bien. Par contre, et là c'est quelque chose que je ne fais jamais, les étirements pour gagner de la souplesse, qui sont beaucoup plus compliqués. Là, on parle de plus d'1 minute de mise en tension sur le même groupe musculaire sans s'arrêter, de façon statique, de façon très loin dans l'amplitude. Ça a des vraies conséquences. Et si moi je le fais pas avec les athlètes que j'ai, parce qu'ils ont un planning très rempli et ils s'entraînent tous les jours, c'est que j'ai pas suffisamment de temps entre le moment où je veux le faire et l'entraînement suivant. Parce qu'il faut beaucoup de temps de récupération. Il faut 24 à 48 heures pour se remettre d'une séance de
de développement de la souplesse. Ouais. Et donc, donc le yoga, par exemple, c'est pas une séance à conseiller entre deux entraînements, quoi. Le yoga, c'est différent parce que parfois, ça peut tirer longtemps. Ouais, mais c'est une méthode, je l'associerais plus à de la récup dans le sens où tu apprends à ton corps à rester mobile dans plein de situations différentes. Donc le yoga, c'est intéressant, mais ouais, relativement loin de l'entraînement suivant quand même. Ok, Au moins 24 heures, je pense, parce que ça peut, surtout chez des gens qui n'ont pas l'habitude, après t'es courbaturé. Moi, j'ai découvert j'ai fait un peu de yoga pendant le confinement. Moi, j'en ai fait et c'est horrible. C'est horrible. C'était atroce. C'est pas pour moi. Non, moi non plus. Ok, très bien. On va évoquer les sujets de la récupération. En fait, je vais mélanger avec un autre sujet pour que ça puisse un peu plus, on va dire, sommaire. C'est la récupération et je vais aussi, quoique je pense que c'est peut-être pas bien, mais en tant que préparateur physique, comment tu t'éduques les athlètes sur la récupération? Parce que c'est des choses qu'on mesure pas. Ça peut être lié, selon moi, hein, après là c'est moi, j'ai pas de science. Ça peut être lié au sommeil, aux qualités de sommeil, on va dire. Pas que le sommeil, mais la qualité du sommeil. Et la nutrition. Est-ce que la nutrition et la qualité de sommeil sont des éléments, on va dire, primordiaux sur la récupération? Ah, complètement. Mais comme pour l'échauffement, on donne les trois repères, il y a 3 piliers pour la récupération. Le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Donc souvent, on met la nutrition, enfin l'hydratation dans la nutrition, mais il ne faut pas oublier l'hydratation. L'hydratation, c'est super important. Donc ça peut se gérer déjà pendant l'entraînement. Ça doit même se gérer pour moi avant l'entraînement. Parce qu'on perd beaucoup d'eau pendant l'entraînement. Ouais, et puis bon, si on parle d'une population jeune, ils viennent à l'entraînement, ils sortent de l'école. Nous, on avait cette problématique-là, ça n'existe plus maintenant à l'INSEP, de profs qui ne veulent pas que les gamins puissent boire pendant les cours. Alors déjà, en tant que personne normale, je trouve pas ça bien. C'est anormal parce que on doit boire avant d'avoir soif. Moi, c'est une prof qui m'a appris ça en plus. Exactement. Elle m'a dit quand tu as soif, c'est déjà trop tard. Donc on doit, tout à fait, donc on doit autoriser les élèves à boire, et pas seulement à l'interclasse, etc. S'ils ont soif pendant le cours, parce que des fois les cours durent 50 minutes, tu dois pouvoir boire pendant le cours, mais quand on parle de sportifs, sans même parler d'athlètes de haut niveau, mais de sportifs, pour lesquels la performance est intimement liée à leur niveau d'hydratation, tu peux pas les empêcher de boire. Donc la première chose à vérifier, c'est le niveau d'hydratation. On a fait des études il n'y a pas longtemps à l'INSEP sur nos gamins, et on s'est retrouvé choqué de constater que les gamins arrivaient à l'entraînement en étant déjà déshydratés. Ah oui, c'est vrai. Parce que l'hydratation qui précède l'entraînement n'est pas suffisante. Donc ils n'ont pas bu pendant les cours. Le dernier moment où ils ont bu, c'est le repas. Parfois, ils sortent une sieste avant l'entraînement. Alors nous, ils n'ont pas le temps de faire la sieste, mais malheureusement, les pauvres. Mais ouais, donc ils arrivent, ils sont déjà déshydratés. Donc du coup, tu les fais s'entraîner. Donc ils transpirent, donc ils perdent de l'eau. Pas que de l'eau, mais ils perdent, donc ils transpirent. Donc ils aggravent encore leur problème de déshydratation. Et quand on sait que dans un sport comme le nôtre, qui est un sport d'adresse, l'hydratation, elle est hyper importante dans la prise de décision et dans l'adresse tout court. Parce que la fatigue musculaire, justement, ça ouais, a une conséquence directe. Pareil, les collègues des labos de l'INSEP ont fait des études là-dessus. La déshydratation, ça perturbe de façon conséquente et dramatique l'adresse dans le tir chez les basketteurs. Donc si on est déshydraté, il y a une chute du pourcentage de réussite au tir qui est incontrôlable. Tu peux pas, c'est trop tard. Et donc du coup, l'hydratation, c'est super important. Et ça fait partie aussi de la récupération, parce qu'avec les apports autres que juste de l'eau, les sels minéraux, etc., tu vas refaire tes stocks un peu que tu as éliminés pendant l'entraînement, et ça, c'est super important. La nutrition, ça va avec. Manger correctement, c'est pas, tu sors de l'entraînement, tu vas au grec et machin. Après, si on parle de gens qui veulent faire ça sérieusement, c'est pas possible. Parce que la fameuse légende sur la bière après l'entraînement qui est bonne. Ah, c'est pas faux, parce que dans la composition de la bière, il y a des choses intéressantes pour la récupération. Mais après, c'est... Faut en prendre 50. Ouais, voilà. Mais, et donc l'hydratation, c'est super important. Ne pas venir s'entraîner le ventre vide. Et après... Ah bah ça, par exemple. C'est compliqué parce que avant une performance, parce
qu'il y en a qui disent 3 heures. Moi, c'est ce que j'ai retenu quand j'étais plus jeune. Mhm. On me disait de manger un peu 3 heures avant, on va dire une séance, on va dire, enfin, avant une performance. Euh, 3 heures, je sais pas si c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des aliments à favoriser? Est-ce qu'il faut prendre plus des fibres ou des choses comme ça? Ou plus de protéines avant la performance? Bah, ça dépend si tu parles du repas et qu'après tu vas jouer. Je pense aux gamins qui jouent le samedi après-midi et Ouais, que c'est ça. voilà, donc c'est le repas de midi. Dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier des sucres lents, des protéines forcément, parce que le muscle fonctionne à base de protéines, donc il en a besoin. Il faut quand même un minimum de matière grasse parce que sinon, mais donc un repas équilibré, on peut trouver plein de choses sur internet sur comment Mm. composer une assiette équilibrée. Oui, après si on parle de tu joues à 20h, À ton, quelle heure tu dois manger? Hein? ton dernier bah tu manges à midi normalement, il n'y a pas de problème, mais Mm. il faut une collation par contre. Oui, oui. Et la collation, elle se fait, comme tu dis, 3 heures, c'est bien. Si c'est 2 heures, ça va, c'est pas la catastrophe. Et là, par contre, pour le coup, tu changes un tout petit peu la nature des aliments. Tu vas pas manger des pâtes à la collation, parce que pour le coup, le temps que tu digères, Ah bah ça c'est le repas préféré des basketeurs avant un match. Ils mangent tous des pâtes. Ouais, bah au repas, mais pas à la collation. Tu manges pas des pâtes à la collation. Ah mais moi je parle au niveau amateur. Au niveau amateur, la plupart mangent des pâtes avant un match parce qu'ils se disent les pâtes c'est bien, je vais digérer vite. Ah bah non, je pense qu'ils sont en pleine digestion pendant le match et du coup, Ils dorment. ouais. Donc non, c'est plus des choses qui se digèrent un peu plus rapidement quand même. Donc tu peux manger du pain avec du beurre, ou tu peux manger des céréales, tu peux manger des fruits ou des choses voilà, qui vont s'ingérer plus vite, qui vont être digérées plus vite et qui te permettent voilà, d'avoir tous tes niveaux corrects pour pouvoir aborder le match. Et après, il y a la nutrition et l'assiette que tu manges après le match pour refaire tous tes stocks de tout ce que tu as utilisé, Ok. protéines, etc., etc. Ok, très bien. Donc du coup les trois. Et le sommeil, le troisième, c'est le Voilà. sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. Hyper important. Encore une fois, je vais citer des études, mais il y a de nombreuses études qui montrent que si les gens qui dorment moins de 8 heures par nuit euh, multiplient par 2,5 leur risque de blessure par rapport à des gens qui dorment plus de 8 heures. Et que ce soit en équipe de France ou avec les jeunes du Pôle France, j'aime bien leur montrer des diapos. Il y a des gens qui ont fait des choses hyper intéressantes et qui ont mis plein de sportifs sur un tableau avec le nombre d'heures qu'ils dorment par jour. Alors il faut leur expliquer que par jour, ça veut dire que tu cumules la nuit plus la sieste que tu peux faire dans la journée. Mm. Et donc il y a toutes disciplines confondues, il y a plein de gens, et il y a un basketteur qui est cité, et ce qui est bien, c'est que ça parle à tout le monde, c'est LeBron James, et il dort 12 heures par nuit, par jour. Ça se Donc, voit, à 38 ans ce qu'il fait. ça veut dire Heureusement. que 50% de sa journée, il dort quand même. Parce qu'une journée, c'est 24 heures, C'est un lion le mec. la moitié du temps, il dort. Ok, je vois. Mais le sommeil, c'est hyper important. Hyper important. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, je pense. Au-delà du sport, Ouais. on néglige Ah beaucoup ouais, mais et on les n'en jeunes, parle pas assez. enfin, on en parle souvent, hein, qui jouent à la console jusqu'à 3 heures du mat ou truc. Enfin, Bah, pour ne citer que lui, le footballeur Ousmane Dembélé, je crois que on lui a dit que si tu veux être performant, parce que c'est un mec rempli de talent, si tu veux être performant, faut dormir. Sauf que le mec, il fait des live Twitch au lieu de dormir. ouais, bah Et voilà. Neymar, c'est la même chose, je pense. Neymar, il joue au poker. Voilà, c'est ça. Donc, d'où ces blessures à répétition. Ok, très bien. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était sur quoi déjà? C'est vrai que j'ai un trou. Hop, je vais regarder. Bah, on a beaucoup débordé, hein, mais c'est pas grave. C'était. Attends, c'était sur quoi déjà? J'ai un trou là, c'est la première fois, je crois. On parlait de quoi? Je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur le sommeil, je crois. Mais bon, j'ai oublié. Bon, on va aller sur la suite. C'est pas grave. Ah, si. Bah, du coup, là, c'est des sujets un peu. Bon, je vais couper au montage, hein, évidemment. Sur les sujets qu'on a abordés tout à l'heure, c'était. Moi, je vais poser la question sur. On a parlé des conséquences de la croissance dans la préparation physique ou dans l'approche du sport. Beaucoup de gamins qui ont dû arrêter ou qui ont eu des conséquences un peu plus graves que ce que certains arrivent à s'en sortir quand même. Et moi, je voulais savoir, vous à l'INSEP, parce qu'on a aussi des cas où beaucoup de gamins ont eu beaucoup de blessures, en fait, qui ont enchaîné qui n'assumaient pas la charge de travail, entre autres. Et je voulais savoir comment, déjà c'était compliqué pour vous, parce que à gérer, je sais pas comment vous avez pu gérer ça, en termes d'études, en termes de recherche et tout ça. Comment vous faites en sorte de
emmener un gamin à un endroit d'un point de vue performance et physique, et aussi trouver le moyen par rapport aux conséquences ou aux maladies que les enfants peuvent avoir, au SGOOL par exemple. Enfin, comment vous trouvez un juste milieu là-dessus? Parce que, et la charge de travail, et la manière de le faire et tout. Et ça, c'est un truc, je trouve, c'est super compliqué, même à notre niveau amateur. Parfois, on sait pas quoi faire, en fait. On est dépassé par les événements, parce qu'on attend que le médecin dise. C'est que parfois, c'est le médecin généraliste qui ne connaît absolument rien, en fait. Qui va juste dire, il se repose 3 mois, ça devrait aller. Et que les gamins, pendant 3 mois, il fait rien. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire et qu'est-ce que vous faites? Bah, tu as utilisé le mot parfait parce que la problématique dans tout ça, c'est la charge et la gestion de la charge pour le gamin. Dans un contexte qui est quand même hyper particulier, c'est des gamins qui sont en pleine croissance, tu l'as dit. Et dans ce phénomène de croissance, il y a un moment qui est très compliqué, c'est la puberté, qui est décalée entre les garçons et les filles. Les filles, c'est plus tôt, et les garçons, c'est un peu plus tard. Mais donc au moment de cette puberté-là, il y a ce qu'on appelle le pic de croissance. Et en fait, toute la problématique, c'est de savoir, quand vous avez des jeunes à l'entraînement, donc ça ne concerne pas toutes les catégories, hein, ça ne concerne pas les U11 par exemple. On est plus dans U13, U15. Hein. Voilà, et ça ne concerne pas les U17, U18 qui normalement sont sortis de ça. Mais donc dans cette catégorie, effectivement, U13, U15, il faut réussir à savoir si le ou la jeune se situe avant son pic de croissance, pendant son pic de croissance ou après son pic de croissance. Et ça change tout en termes de gestion de charge d'entraînement. Les gens qui sont avant leur pic de croissance, il faut gérer les charges de façon adaptée pour pas leur faire trop de choses par rapport à ce qu'ils sont capables de faire avec un corps qui est en train de se diriger vers ce pic-là. Les gens qui sont en plein pic de croissance, il y a une nécessité absolue de diminution de la charge de travail de façon hyper importante. En gros, parce qu'on a fait aussi pas mal de travaux avec les collègues qui sont dans les pôles espoirs, donc qui sont concernés par la population dont on parle, avec les gens qui sont en plein pic de croissance, on parle de 50% de moins de la charge de travail hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on divise par 2. C'est-à-dire que si on a 8 heures d'entraînement par semaine, bah, le gamin il va pouvoir faire que 4 heures si on veut le garder si on veut le garder sur le terrain. Après, si la question ne se pose pas et que on s'en fout et que c'est pas grave que le gamin il soit arrêté, bah voilà. Mais si on veut qu'il continue à pratiquer l'activité basket et qu'il n'arrive pas à un moment donné où le médecin généraliste va dire il faut qu'il s'arrête, on peut le faire. On peut le faire en gérant la charge d'entraînement. Et donc, à cette période-là, il n'y a malheureusement rien d'autre à faire et toute la préparation physique du monde ne changera rien. Il n'y a rien d'autre à faire à part aménager la charge d'entraînement. Et diminuer le nombre on peut laisser les gens sur le terrain, mais diminuer le nombre de sauts, parce que c'est ça qui est traumatisant, diminuer le nombre de sprints, toutes les activités à très haute intensité, il faut tout baisser. Et donc, des fois, on discute avec des collègues d'épaule qui disent « Ah oui, tel gamin, il fait les entraînements, mais pied au sol, il saute pas. » Ou alors, les plus ambitieux se lancent à compter le nombre de sauts et à dire « Ok, arrivé à n'importe quoi, 20 sauts, c'est stop. Il saute plus jusqu'à la fin de l'entraînement. » Et on est obligé de passer par là. Et une fois que le pic de croissance est passé, on peut remonter la charge tranquillement. Mais même si nous, on est un peu décalé dans le temps, c'est notre quotidien au Pôle France. On a des gamins qui sont encore dans leur pic de croissance et on est, comme tout le monde, obligé d'aménager la charge d'entraînement. Donc nous, dans le bureau des préparateurs physiques, on a un tableau avec les gens qui sont... donc on ne met pas les gens qui sont... On a 3 groupes d'entraînement. Le groupe des gens arrêtés sur le plan médical, donc qui ne peuvent pas s'entraîner. Le groupe des gens qui sont aménagés dans l'entraînement et le groupe ceux où tout va bien. Donc eux, on ne les met pas sur le tableau. Et en gros, on a les arrêts médicaux et les gens aménagés. Et en fait, les gens aménagés ont un planning de semaine perso pour eux. Ils savent que tous les lundis matins, ils doivent venir chercher leur planning de semaine. Okay. Et nous, on est chargé de organiser le planning avec les coachs. Parce que des fois, les coachs, ils ont, à juste titre, des demandes en disant ouais, mais cet entraînement-là, il est important, il faut que le gamin soit là. Donc on va lui dire ok, celui-là, on te le donne. Mais ça veut dire que le lendemain ou la veille, il n'est pas à l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il fait rien, mais il n'est pas à l'entraînement à courir, sauter comme ses camarades. Il va faire
une séance de prévention en prépa physique, il va remplacer la demande énergétique de l'entraînement par du travail cardio sur vélo, ou il va faire, enfin bref, mais donc ils ont l'habitude d'avoir un planning aménagé de leur temps de travail dans la semaine. Ok, très bien. Ok. Du coup, je voulais revenir un peu sur le basket en lui-même en tant que coach. Ce que je voulais savoir, c'est que bah, du coup, tu as évoqué tout à l'heure que tu as coaché et tout. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as choisi de pas coacher, de plus coacher entre guillemets? Est-ce que c'est d'un point de vue organisationnel parce que tu n'as plus le temps, ou c'est vraiment en fait tu t'es dit bah, je vais me concentrer sur mon métier et faire que mon métier? Bah Parce que du plus, coup, tu côtoies beaucoup de basketteurs. Enfin, t'es ouais. toujours en basket, toi. Ah ouais, c'est H24 Oui, le voilà. basket, donc plusieurs choses. Effectivement, la complexité à gérer euh, toutes les choses que j'ai à gérer au quotidien à l'INSEP. Donc des missions annexes qui se sont rajoutées au fur et à mesure, donc qui font que j'ai très peu de temps à consacrer à autre chose. Euh, la lassitude aussi un peu. Bon, en plus là, j'ai arrêté après avoir passé 4 ou 5 saisons avec la même équipe de garçons. Ok. C'était dans quel club? Bah, en fait, je suis retourné à l'Union Élite. Ok. Donc, au moment où on en a parlé, où tout s'est écroulé un peu, moi j'ai arrêté, parce que ça coïncidait avec le moment où j'allais devenir préparateur physique à temps plein à l'INSEP, donc j'avais pas le temps de tout gérer. J'ai préféré vraiment tout arrêter pour pouvoir faire ça correctement. Et en fait, après, bah, les gens que je connaissais dans le club avec qui j'avais travaillé au début m'ont rappelé pour me dire ouais, l'équipe senior est redescendue au niveau départemental parce que Saint-Denis est parti avec les droits sportifs de son côté. Est-ce que tu voudrais bien venir nous filer un coup de main pour faire remonter l'équipe Et donc du coup, j'ai accepté parce que c'est des gens avec qui j'avais de très bons rapports et que je respectais énormément. Donc j'ai filé un coup de main en récupérant l'équipe au plus bas niveau départemental. Mhm. Là, ça m'a demandé un travail de prise sur moi-même parce que entre le niveau que je vois au quotidien à l'INSEP Oui, et aller j'imagine. Ouais. jouer en département où il n'y a pas d'arbitre le week-end ou truc, c'était très compliqué. Et puis même avec certains des joueurs, parce qu'après il y avait une ossature de joueurs que je connaissais un peu, qui avaient un petit peu de vécu de basket, donc avec eux ça allait, mais avec d'autres c'était très compliqué. Mm. Je faisais le grand écart en fait. La journée je travaillais avec des gens qui sont dédiés à faire des grandes carrières à haut niveau, et le soir j'allais m'arracher les cheveux avec des mecs qui comprenaient pas quand on faisait un exercice, et donc Mm, c'était mm, mm. compliqué. On a avancé petit à petit et je les ai quittés l'année dernière après être monté en R2. C'est une bonne chose, déjà. Voilà, Ça ouais, fait le boulot. ouais, ouais. Mais j'étais arrivé au bout d'un cycle avec eux. Je pense que tout ce que j'avais dû faire comme travail pour prendre sur moi sur plein de choses, sur l'exigence. Au début, je suis arrivé et je pense que j'étais complètement à côté de la plaque en termes d'exigence parce que j'amenais l'exigence que j'avais au travail avec eux. Et là, au début, c'était très compliqué. Du coup, après, j'ai dû complètement faire 180 et, euh, et ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et je pense que bah, ça m'a un peu perdu sur la fin. Ok. Donc, j'avais plus envie. Je commençais à redevenir De nouveau exigeant. Enfin, ouais, ok. et il y avait un décalage. Je sentais que de toute façon, avec certains, c'était peine perdue et il fallait que j'arrête de me battre parce que voilà. Je comprends. Et donc, j'ai arrêté l'année dernière. Voilà. Ok, ok. Et j'ai encore de très bons contacts avec les gars. Je suis allé les voir jouer cette saison. Et voilà, ça me manque pas du tout. Alors, pas Je du tout, comprends, du je tout. comprends. Ouais, je te disais, depuis que j'ai 17 ans, j'entraîne. Mhm. Mais là, clairement, après, comme j'ai un peu des soucis et qu'il faut toujours que je fasse des trucs, bah, je fais encore quelque chose à côté, en dehors du boulot, avec des basketteuses qui sont en N3, mais je fais de la prépa physique. Ok, je Donc fais que du la coup, prépa ouais, physique. il y a un coach, il y a un assistant coach, je me prends pas la tête. Ah, toi, tu viens juste faire de la Voilà, je Du coup, tu vais, restes vraiment dans ton métier, quoi. ouais. Et alors même si là aussi il y a un écart entre les gens que j'ai de la journée et les filles que je vois à l'entraînement, Le soir. euh, je me prends pas la tête. En plus, c'est bonne ambiance, voilà, on rigole, j'ai pas de pression. Si je vais, d'ailleurs, je n'y vais pas au match le week-end, c'est pas, enfin Ah, ils voilà. vont pas te faire, ils vont pas te prendre la tête et tout ça. Ouais, non, Ok. Mais bah, c'est super, c'est quand même louable dans le sens où, parce que genre, en fait, j'en avais parlé avec Mike justement sur Mike Totti du coup de Paris 14, sur le fait d'avoir été pro et de coacher les joueurs parce il avait repris avec les U20 départ. Il m'avait dit en fait, il m'avait donné une réponse super intéressante parce qu'il m'a dit,
Bah, écoute, moi, en fait, je me suis dit, si eux, ils venaient à mon niveau, ouais, j'aurais été exigeant. En fait, moi, je viens à leur niveau, Ouais, je c'est vais ça. essayer de les rendre meilleurs à leur niveau, mais après, ça demande beaucoup de travail personnel, pour le coup. C'est Et dur. énormément de travail personnel. Et effectivement, mais au moins, bah, t'as eu la prise de conscience et que t'as switché et t'es quand même resté 5 ans. Donc 5 ans, Ouais, c'est non, beaucoup, hein. ouais. Et c'est bien de reconnaître aussi quand les cycles sont finis. Parce que parfois, il y a des gens qui insistent encore et Ouais, encore et encore et ouais, encore. après, entre-temps, il y a eu la coupure Covid. Je me suis posé la question, est-ce qu'on repart ou pas? Et je l'ai fait parce que aussi, humainement, il y a des gens avec qui Oui. je me suis énormément attaché, donc parmi les dirigeants du club, mais surtout parmi les joueurs. Et que émotionnellement, c'était difficile de leur dire, bon, les gars, ciao, j'arrête. Bah, au niveau amateur, c'est le plus difficile. Le côté émotionnel et relationnel. Parce que parfois, entre la raison et Ouais, il y l'émotion, avait une forte part sentimentale, c'est clair. oui, voilà, on a du mal parfois à couper. Ok, très bien. Bah, du coup, on arrive un peu sur la fin. Et pour commencer, je voulais te poser un peu la question sur... là, tu m'as dit que actuellement, bah, tu as fait des allers-retours un peu en termes de prépa physique et tout, sur les équipes de France. Et je voulais savoir, en termes d'ambition, on va dire dans un futur proche ou dans le futur, de manière générale, est-ce que l'INSEP, bah, de ce que tu m'as expliqué, aujourd'hui, ça te va très bien, t'es toujours, t'as la banane pour aller au boulot, c'est une très bonne chose, c'est rare, on n'est pas tous dans le même cas, je pense. Euh, Qu'est-ce que tu ambitionnes pour le futur? Est-ce que tu as des choses, en fait, bah, on a tous, tu vois, enfin, un imaginaire, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire ou, tu vois, typiquement comme ton mentor, par exemple, te dire, bah, le foot, ça se refuse pas, bah, si jamais je gagne au foot, bah, j'irai, tu vois. Ouais, bah, j'ai plein de choses hein, qui me passent par la tête. La première, c'est que si je reviens en arrière il y a 10 ans et que le DTN me dit que dans mes missions, il y a les équipes A, bah, j'y suis toujours pas allé. D'accord. Et Ok. c'est un vrai objectif pour moi, hein. Ok. Je Donc là, ça fait m'étais, quand même 10 ans, du coup, donc, ouais, je vois. je Ok. m'étais fixé 2024 comme objectif. En plus, voilà, c'est en France, etc. Donc, Ça serait beau. Je te le ouais, souhaite, en tout cas. bah, ça sera pas possible du coup, Ouais. parce que Ah. je sais que voilà, voilà, les staffs ont changé. Je pense qu'ils sont installés au moins jusqu'à Paris. Après, on verra. Mais c'est pas grave, ça change pas l'objectif. Mm. Bah, ça sera Los Angeles après, tant pis. Et puis, ouais, je pense que je vais avoir dans pas longtemps, ça commence à me chatouiller un peu, envie d'aller voir dans le monde pro un peu comment ça se passe. Ok. Parce que t'as jamais du tout fait Euh, préparateur physique dans une équipe pro? non, à part, À part quand t'accompagnais j'appelle ton pas père? ça pro, la N2, tu vois, Oui, c'est au moins N1, on semi-pro. va dire. Il y a des joueurs qui gagnent un peu d'argent en N2, mais c'est pas. Après, j'ai quand même pu faire la différence entre travailler avec des adultes et travailler avec des ados. Donc, Mm. et ça m'a plu de travailler avec des adultes. Donc, ça me. Mais dans l'approche, c'est différent, on va dire. Ouais, déjà, ils savent ce qu'ils font. Les gamins, il faut éduquer aussi beaucoup de choses. Donc ouais, aller voir le monde professionnel, changer de sport, comme tu l'as dit, pourquoi pas. Peut-être un jour. Là, pour l'instant, j'estime que j'ai encore pas fait le tour Du du basket? basket Ok. et que j'ai encore énormément de choses à perfectionner dans mon approche. Donc pour l'instant, c'est basket, mais peut-être qu'un jour, ouais, clairement. Et puis pour finir l'étranger, peut-être qu'un jour aussi, peut-être que ça sera un club pro à l'étranger, hein. Oui, on sait jamais, parce que On du verra, coup, hein. pro, on sait pas à l'étranger, hein, c'est pas Ouais, forcément en France. donc voilà les objectifs pour l'instant. Ok, très bien. Bah, c'est quand même grand. Je te le souhaite, en tout cas, que ça arrive le Merci, plus vite c'est gentil. possible. Et ensuite, avant de poser la prochaine question, euh, enfin, en tout cas, je voulais savoir quel conseil tu aurais on va dire, à un gamin qui veut être préparateur physique, un gamin, un jeune qui veut être préparateur physique, qui ambitionne d'arriver là où tu es aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu pourrais lui dire les côtés, on va dire, lui donner déjà des conseils d'un point de vue parcours, d'un point de vue peut-être mental, l'approche des choses et tout ça, et aussi dire les bons côtés du métier et les côtés qu'on pourrait moins aimer pour qu'au moins il ait les billes, on va dire. Ok, je vais essayer de répondre à tout ça. Déjà en termes de parcours, pour moi, euh, il faut un parcours universitaire. On est des hommes de terrain, donc il y a des gens qui sont extrêmement talentueux sans avoir forcément un parcours universitaire très solide, Mm. mais on reste quand même des hommes de terrain qui s'appuient sur
des choses scientifiques, la physiologie, l'anatomie, etc. Maintenant, les datas, les données, c'est des choses qui sont quotidiennes dans l'entraînement. On ne peut pas passer, pour moi, à travers un parcours universitaire, un master, etc., pour avoir une base solide sur laquelle on peut s'appuyer. Et après, c'est le terrain, de toute façon, qui va finir la formation, etc. Donc, il faut pas non plus aller à l'extrême. Il faut pas être un universitaire, voilà, la tête dans les bouquins, et pas être capable de s'adresser à un joueur ou à un groupe de joueurs, parce que ça devient très compliqué. Oui, voilà, faut mêler théorie et pratique. Donc voilà, il faut pas, parce que dans ce cas-là, après, il faut être chercheur dans un laboratoire, et c'est très bien parce que ça peut énormément faire avancer les hommes de terrain dans le sport, mais c'est une sensibilité particulière. Donc ceux qui ont envie, je les encourage à faire ça, mais moi, c'est pas mon domaine. Après, je pense qu'il faut être extrêmement curieux. La préparation physique, c'est quelque chose qui bouge énormément. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes qui arrivent en permanence. Donc il faut lire, chercher des ouvrages, des références, etc. Et vraiment être le plus curieux possible. Et après, faut pas compter ses heures. Parce que, en tout cas, préparateur physique à haut niveau, c'est pas faut être dédié au métier. C'est pas H24, mais presque. Mon téléphone, il sonne toute la journée. Que ce soit les athlètes que j'ai au quotidien qui m'interpellent pour des choses, les coachs, les athlètes qui sont passés par l'INSEP et qui sont sortis et qui me redemandent d'autres choses, des coachs, etc. Enfin, c'est tout le temps. Donc, c'est peut-être le seul inconvénient et encore, moi, je le vis pas comme un inconvénient parce que je fais, enfin, mon travail, c'est ma passion, donc je le vis pas comme ça, mais je peux concevoir que ça peut être problématique pour certaines personnes. Oui, mais c'est bien de le savoir en amont. Ouais. Ça peut aider. Mais on parlait tout à l'heure de vie de famille. Ouais, ça peut être, en tout cas dans le sport de haut niveau, avec les déplacements, les choses, etc. On est souvent absent. Les étés. Là, pour les équipes de France, ouais, les étés, il faut faire une croix sur les vacances le plus souvent, donc c'est compliqué. C'est le seul point négatif que moi je mettrais en avant, parce que tout le reste, pour moi, c'est que du positif. Si c'est une passion, bah, c'est, tu l'as dit, une vraie chance de pouvoir vivre de sa passion et faire ça tous les jours. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Et puis le cadre, je l'ai dit tout à l'heure, l'INSEP, c'est fantastique. Et les gens qu'on côtoie, que ce soit les sportifs ou même les entraîneurs, etc., c'est tous des gens qui ont une richesse vraiment hyper importante. Donc pour moi, c'est que... Et puis la relation humaine avec tout le monde, c'est le plus beau des cadeaux. Quand là, on s'approche, dans 15 jours, c'est la cérémonie des sortants, de ceux qui quittent l'INSEP après leur cursus. Là. Et quand la cérémonie des sortants, on a des athlètes qui nous remercient du travail qu'on a fait avec eux pendant 3 ans, etc. En plus, ça vous fait une relation quand même particulière avec les athlètes parfois, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous êtes comme au basket dans une équipe, on va dire, classique, avec l'assistant ou des choses comme ça. Par contre, vous avez des relations particulières, surtout sur quelqu'un qui sort d'une blessure, pendant sa période de récupération. On a une relation qui est très différente de la relation que l'athlète il a avec le coach. Parce que certains coachs sont super ouverts et portés sur le dialogue, mais le coach reste quand même celui qui décide si tu joues ou tu joues pas. Donc ça met forcément une distance avec l'athlète. Nous, on n'a pas cette distance-là. Et au contraire, on a un rôle de confident, et on a un rôle hyper important dans ce que j'expliquais tout à l'heure, quand ils ont compris que, parce qu'on va pas se mentir, des fois, ils nous maudissent. Nous, les préparateurs physiques, quand on fait de l'aérobie ou quand on fait des trucs, ou que c'est trop compliqué, à ce moment-là, ils nous détestent. Mais en fait, quand ils ont compris qu'on fait ça pour leur bien et pour les aider à être meilleurs sur le terrain, et on a un vrai relationnel. Ils nous confient plein de choses, ils viennent nous demander des fois certains encore plus de choses pour avancer. Et puis il y a le cas de la blessure où oui, là on passe un temps. Vous êtes un psy presque dans l'histoire. Hein, ouais, mais il passe plus de temps avec nous qu'avec n'importe qui. Donc ouais, on est un vrai soutien dans ces moments-là et ça fait une relation. On est un peu comme les kinés dans ce genre de relation. Les kinés, c'est des gens avec qui les athlètes ils se confient, ils sont sur la table et ils parlent beaucoup. Il se passe beaucoup de choses généralement. Les coachs ils aiment bien le pote avec les kinés. Et avec nous c'est pareil. Donc, et je suis déjà tombé sur des coachs qui demandaient à ce que grâce à la relation que j'avais avec les athlètes,
je puisse faire remonter un certain nombre d'informations que de faire passer des messages. eux n'ont pas parce qu'ils n'ont pas accès à ce genre de choses. Après, faut accepter ou pas. Je dirais pas si j'ai accepté ou pas. Après ça, c'est, on va dire, assez personnel, on va dire. Ok, très bien. Bah du coup, avant de conclure, je voulais savoir, est-ce que bah là, sur, on va dire le futur proche, c'est quoi les projets à venir? Est-ce que cet été, par exemple, les équipes de France, des choses comme ça et tout? Est-ce que tu as des projets à venir pour bah, dès maintenant? Ouais, là, on a d'ailleurs basculé parce que les saisons des équipes du Pôle France, là, sont terminées. On a tous basculé dans les projets équipe de France cet été. Donc, les filles que j'ai accompagnées cette année, pardon, bah, je dois les préparer à intégrer l'équipe de France de la meilleure façon, même si c'est pas moi qui vais m'en occuper en équipe de France. Je me dois de les confier à mon collègue qui va être en équipe de France dans le meilleur état possible pour pouvoir être performant cet été. Et moi, le projet, c'est les U20 garçons, le championnat d'Europe cet été, avec Ce sera où? en Crète, à Héraclion. Okay. Et après, comme tous les ans, on a des ambitions qui sont très hautes parce qu'on cherche toujours une médaille. Et donc, l'objectif, il est clair, c'est ça, c'est champion d'Europe cet été. On y va. J'ai pas fait encore, donc. Ok, bah je te souhaite une médaille. J'espère que la prochaine fois je te verrai pour une médaille. Ok, bah très bien. En tout cas, merci de nous avoir accordé du temps. Je sais que c'est compliqué avec mon agenda et tout, mais merci d'avoir pris le temps. Et c'est un sujet super intéressant et super important parce que même moi là, sur le moment et tout, j'ai appris énormément de choses. Et je pense que beaucoup de gens apprendront des choses et tu nous as donné un peu des petits tips qui nous permettront d'avoir, comment dire, de savoir si on fait bien ou pas. Donc merci de nous avoir accordé du temps et merci d'être venu jusqu'à Vincennes. C'est un peu loin de Vincennes. Et je te souhaite le meilleur pour la suite, pour tes projets, tes ambitions et tout, et surtout une médaille cet été du coup. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était cool. Pas de souci, merci à toi d'avoir accepté. Salut Julien. Salut. Salut.